Mesdames, messieurs, on est désolé de vous annoncer qu'on est encore là, puisqu'il y en a qui parient sur la disparition prématurée de cette émission. Non, je plaisantais. J'ai la lourde tâche de représenter cette émission, parce que Mike est souffrant, mais il est là. On a eu très peur, Mike. Hein? Je sais bien, Eddie, mais j'ai tenu à être là pour notre invité d'aujourd'hui. Je ne pense pas que j'aurais tenu le choc face à Catherine tout seul. Nous avons une invitée de marque, à la fois parce que c'est la première femme que nous recevons dans cette émission, et nous avons cherché à en avoir dès le départ, mais elles sont désormais très occupées. Comme Madame la sénatrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Alors je suis un peu comme Mike. Excusez pour la voix qui ne sera pas aussi tonitruante que d'habitude, mais comme Mike, je crois que je subis le refroidissement de la planète. Bon, mais on va lutter pendant les particulièrement frais ces temps-ci. Je suis persuadé que le ton plutôt calme de cette émission sera agrémenté de temps en temps de quelques pics de tonalité. Et je trouverai l'énergie pour faire front. Bien évidemment, parce que vous le savez, Madame la sénatrice, nos questions sont théoriquement politiquement incorrect. D'accord. Voilà. Alors, pour commencer, tout de suite, la parole à mon ami et confrère Mike Irask. Alors, Catherine Concon, depuis que vous êtes entrée en politique, vous avez cette image de femme de terrain, de femme qui privilégie le concret, l'efficacité, les résultats. Donc, par conséquent, ma question sera volontairement provocatrice. Pourquoi vous avez envie d'être sénatrice ? Alors, ce n'était pas une envie particulière, il y a eu une opportunité, et puis ça s'est fait comme ça. Mais contrairement aux légendes, le Sénat est une assemblée extrêmement active et extrêmement concrète. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je crois me souvenir que vous faisiez quand même partie du club des gens qui avaient une opinion plutôt, on va dire, mi-figue, mi-raisin sur le Sénat, et que vous n'aviez pas forcément envie d'être sénatrice. Oui. Parce que ça vous avait déjà été proposé. Oui, ça m'avait déjà été proposé, députée aussi. Vous savez même que j'ai été candidate en 2007 avec presque succès. Mais j'avoue, aller en France, ça me force. Ah ouais. Et jusqu'à présent, ça me force. Oui. Quand j'arrive à l'aéroport pour partir, je suis triste, mais triste. J'ai un vrai problème d'enracinement dans mon pays. Alors, je ne sais pas si c'est un problème. Si c'est un problème avec la France ou c'est un problème avec quitter mon pays, quitter le pays pour aller dans le pays de la personne, ça me pose un vrai problème. Donc, c'est pourquoi, je l'avoue, même si je suis très concrète, très terrain également dans mes actions au Sénat, où quand je suis présente en Martinique, je auditionne beaucoup de gens, je suis très, très immergée dans le terrain local, mais en faisant un bilan, je préfère de loin le mandat local. Mais Catherine Concon, je pense qu'on va revenir sur ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire le caractère, selon vous, pragmatique et utile de la fonction de sénatrice. Mais est-ce que dans le procès, entre guillemets, qui est fait au Sénat depuis de très nombreuses années, depuis même le général de Gaulle, il y a un fondement quant au fonctionnement du Sénat qui est que, en cas de désaccord entre la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat, en cas de désaccord sur une loi, c'est in fine le Sénat qui est toujours perdant. Cette règle-là, est-ce qu'elle ne vous a pas posé problème justement par rapport à ce que disait de l'efficacité concrète de l'action législative ? En réalité, c'est tellement différent et le Sénat gagne souvent beaucoup. Ah bon ? Ah oui, quand une loi part de l'Assemblée... Il y a des lois aussi qui partent du Sénat. Hein. Oui, bien sûr. Le Sénat a un pouvoir législatif comme l'Assemblée nationale. On a hier... Sur l'organisation du territoire, par exemple. Non, surtout. On a ce qu'on appelle des PPL, surtout. Hier, mon groupe a gagné 2 lois qui sont parties du Sénat. J'étais pas en France, mais on est en connexion. Je fais partie du groupe socialiste. Nous sommes 75 et nous avons gagné 2 lois. Donc, le Sénat agit beaucoup sur la loi. Je vais prendre le cas de la loi indivision de Serge Letchimy. Elle est partie de l'Assemblée nationale dans une mouture. Elle a été votée à l'unanimité. Elle est arrivée au Sénat. Elle a été remaniée par le Sénat. Il y a eu énormément d'amendements et Serge Letchimy le reconnaît lui-même, qui ont amélioré le texte au fond. Et au final, c'est la version Sénat qui a été votée définitivement. Donc, il y a un travail au fond qui se fait au Sénat, avec des élus extrêmement présents.
Alors là aussi, il y a plein de rumeurs. On peut rester chez soi quand on est sénateur. Le Sénat est la seule assemblée où il y a des obligations de présence. Sinon, vous avez à la fois des sanctions du règlement intérieur, blâme, avertissement et tout, et des sanctions pécuniaires. On vous coupe la moitié de votre indemnité. Donc, les sénateurs sont très présents, travaillent au fond, avec des gens pointus sur des dossiers qui démantèlent généralement ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, améliorent le texte, et parfois ça gêne le gouvernement, ça dure longtemps, mais le Sénat porte tout son poids dans la loi. Vous savez, quand il y a eu la taxe carburant qui a provoqué la crise des Gilets jaunes, le Sénat avait voté contre. Et il a suffi qu'on prenne la mouture au Sénat pour ne pas appliquer la loi. Est-ce que vous pourriez illustrer de manière très concrète ce que permet de faire l'ensemble de cette espèce d'institution dont l'image de Maroc est plutôt, malheureusement, négative, on va dire ça, pour que les Martiniquais comprennent à quoi ça sert le Sénat? Premièrement, nous sommes dans une démocratie où le système, c'est la représentation. D'accord? Il y a 67 millions d'habitants, qui peuvent pas être à l'Assemblée nationale, donc ils envoient au Parlement, ils envoient des gens. Voilà. Je ne connais pas de grande démocratie dans laquelle il n'y a pas de chambre. Aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Donc là, vous êtes déjà en désaccord avec un certain nombre de gilets jaunes. Mais j'ai écouté hier ou avant-hier, oui, je crois que c'est hier, j'ai écouté une partie du débat de Macron avec les gilets jaunes, enfin avec la population, puisqu'il est sorti d'une réunion avec des maires et il a filé dans une réunion populaire. Mais les 3/4 de ce que les gens disaient étaient faux. Il y a une vraie instruction, une vraie éducation civique et institutionnelle à faire. Lorsque vous réduisez le nombre d'élus, lorsque vous sacrifiez une chambre, vous réduisez le poids du peuple. Ouais. Mécaniquement. Oui. Parce que nous parlons au nom du peuple. Moi, dans ma permanence, je signale que j'ai tout de suite établi le fait que nous ayons une permanence. Nous avons une permanence. Mais je reçois des gens à longueur de journée. Je n'aborde pas une loi si je n'ai pas consulté les personnes concernées. Et j'auditionne comme ça toute la journée. Ce que je ramène comme amendement, comme intervention, etc., c'est l'émanation de ce que les gens m'ont dit. Mais bon, je suis en quelque part leur porte-parole. Vouloir diminuer ça, eh bien, il faut être en direct avec le président de la République. Hein. Madame Marguerite ou Madame Marie-Sainte de Reculer Sainte-Marie qui nous dit « Je ne vois pas concrètement ce que le Sénat apporte à la Martinique, par exemple ». Vous lui répondez quoi? Le Sénat contribue à l'élaboration de la loi. Nous sommes dans une démocratie qui est régie par des lois. J'espère qu'un jour, on n'aura pas à être dans une démocratie qui n'est pas régie par des lois. On sait ce que c'est, ça s'appelle la dictature. Vous avez des exemples? Oui, il y a le fait du presse où quelqu'un décide, eh bien, c'est comme ça désormais. Et le peuple n'est pas entendu, mais les exemples sont légion. Il y a encore des exemples à couvrir. Et même ceux qui se disent démocrates, on se rend bien compte que souvent dans leur pratique, attention, hein, le Venezuela, le Nicaragua, on est limite, voilà, exactement. Donc, lorsqu'il y a le peuple qui est représenté dans deux chambres du Parlement, c'est un vrai bonheur. Les gens vous représentent, parlent en votre nom, et le Sénat, comme l'Assemblée nationale, travaille à l'élaboration de la loi. La deuxième fonction qu'on a, c'est le contrôle du gouvernement. Au Sénat, on auditionne des ministres à tour de rôle. Et c'est souvent très punchy, hein. C'est souvent très punchy. On a un président du Sénat, il n'est pas de mon bord politique, il est chez les Républicains. Monsieur Larcher, il résiste, hein. Il tape du poing, il résiste pour que nous soyons respectés. Quand certains petits ministres insolents viennent au moment des questions au gouvernement, il est rappelé à l'ordre, il est calmé et souvent il présente des excuses. Nous sommes la représentation du peuple. Donc les lois qui sortent tous les jours, je dis aux gens, mais tout ce qu'on a, ce sont des lois. Passer son permis, c'est une loi. Hein. Rouler à telle vitesse, sur telle route, tel type, c'est une loi. L'organisation de la protection de l'enfant sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de manquements, et en particulier en Martinique, ce sont des lois. La prime d'activité. Mais tout ça, ce sont des lois. Lorsqu'on vote le budget de la sécurité sociale, les gens voient la sécurité sociale, j'ai déposé ma petite carte vitale, mon papier marron, là, pour me faire rembourser. Mais derrière, c'est une loi. Ouais. Une loi qui établit l'égalité pour tous, c'est important. C'est-à-dire, Mike Hiras va chez le docteur, il a droit au même tarif que moi, et c'est pas parce qu'il a un gros chap
qui va payer plus et puis moins petit chap, n'est-ce pas, Mike? Je suis pas un go chap. Voilà comment je suis pas un go chap, mesdames et messieurs. La couverture maladie universelle, le RSA, le montant des retraites, la répartition des retraites, et le SMIC. Le SMIC, tout ça est établi par des lois. Voilà. Alors, donc, question précise. Donc, on a compris de ça. qu'on est dans la loi, 24 heures sur 24. Question de Mike. Alors, si vous suivez l'émission, vous savez peut-être que je suis coutumier des doubles interrogations. C'est pour gagner du temps. Oui, il parle beaucoup, donc j'essaye de prendre un peu d'avance. Est-ce que vous pensez que vous parliez de représentation et de représentativité du peuple, quoi. Est-ce que vous pensez vraiment représenter pleinement et véritablement le peuple, alors que vous êtes élu au suffrage universel indirect? Je représente les territoires, je représente les maires. J'ai une réunion, par exemple, avec eux demain. Je leur rencontre régulièrement de ce que je fais. Ils s'adressent à moi quand ils ont des problèmes et je suis leur voix. Je suis en contact permanent avec les maires, les élus de Martigny. Chaque semaine, j'ai un mail qui part, qui les tient informés de tout ce que je fais. Ils ont mon agenda, ils ont tout. Et quand mon tueur m'appelle pour me dire « Bon, Kokon, moi, vous regardez où ça fait ça au gaz là, interrogez le ministre là », je le fais en son nom. Mais Catherine Kokon, et là j'en viens au deuxième volet de ma question. Est-ce qu'il faut obligatoirement 348, c'est bien ça, sénateurs et sénatrices pour exercer ce pouvoir ce contre-pouvoir et ce contrôle législatif de l'Assemblée nationale et aussi un budget, je parle sous le contrôle d'Eddy, de plus de 300 millions d'euros. La vie démocratique, c'est-à-dire la rémunération des élus, quels qu'ils soient, la vie du Parlement, les dépenses représentent 0,2% des dépenses de l'État. Donc, il faut arrêter aussi de croire que si la France est en faillite, c'est à cause de deux élus, les trois tondus d'élus, dont moi-même, désolé, quoi. Donc là encore, vous êtes en désaccord arrêter les légendes. Même si ça contribue à la mauvaise image du Sénat. Pourquoi le nombre? Oui, mais je crois je vais y venir. Je crois, le nombre, on l'évalue comment? Qu'est-ce qui permet de dire à quelqu'un qu'il y a trop? Je comprends pas. Nous sommes 2 sénateurs pour 370 000 habitants. On n'arrête pas toute la journée. Imaginez que j'étais seule ou que Antiste était seul, mais il était Kevin fou. Les sénateurs représentent des territoires et sont élus. Il y a un nombre de sénateurs proportionnellement au nombre d'habitants. Sur quelle base on va dire qu'il y a trop? Je comprends pas. Trop de quoi? Je peux me mettre à dire qu'il y a trop de salariés à la banque BNP? Sur quoi je dis ça? Je peux m'amuser à dire qu'il y a trop d'employés à la CTM. Sur quels critères je dis ça? Je peux m'amuser à dire qu'il y a trop d'employés à la mairie de X, de Fort-de-France. Sur quels critères je dis ça? Pour vous, c'est une forme de populisme et de démagogie. De mauvaise connaissance. Quand on fait ce genre de critique. Je plaide coupable. On est très mauvais, nous les élus, en communication. On dirait qu'on a peur de dire aux gens. On dirait qu'on a des complexes à dire aux gens c'est quoi notre quotidien. Et en ce moment, je suis en train de rédiger un petit document que je vais peut-être mettre sous forme de brochure sur 10 moyens de recréer du lien entre le citoyen et l'élu. Ça manque de transparence parce qu'on est gêné. On est gêné de dire, moi je communique à outrance. Par exemple, là, si je vous dis tout ce que je fais. Non mais attendez, Madame Kokon, si je vous dis là, par exemple, combien vous gagnez? Allons jouer la transparence. En net, 5 300 €. Ça, c'est ce que vous gagnez. En net, en qui rémunération. Correspond à la rémunération. Voilà. Mais vous avant avez... impôt, hein. Voilà. Parce que là, maintenant, prélèvement à la source, c'est 4 600. Bon, il faut quand même donc je participer à l'effort national. Ce que je gagne vraiment qui va dans ma poche, c'est ça. Ça va dans votre poche. Et qu'est-ce qu'on vous donne de plus pour gérer votre quotidien? Alors, parce qu'un sénateur, c'est une petite entreprise, en fait. Voilà. Donc, on a un crédit collaborateur qui nous permet d'embaucher... Combien? Alors, j'avoue que je ne sais pas trop. Ça marche en points. On a droit à 165 points. Et en fait, il y a une association au Sénat qui embauche Donc, nous sommes l'employeur, mais tous les détails de contrat, de combien ça coûte, combien il gagne, c'est la GAS qui gère ça. Moi, comme je suis anti-paperasse et que tout ça me fatigue, donc je ne sais pas. Et vous avez combien d'employés? 1,5. 1,5. Pour un boulot, elle croule sous le travail. Hein. Et l'autre parti, l'autre sénateur a 1,5. Pareil, 1,5. Okay. On a 1,5. Mais on a du travail. J'aimerais en avoir 3 de plus. J'avoue, j'aimerais en avoir 3 de plus. Et puis, il paraît qu'il y a une troisième somme. Alors, il y a une indemnité de mandat. Combien? Qui sert à payer 7 000 €, qui sert à payer vos frais de permanence. 7 000 € par mois, hein? Oui. D'accord. Frais de permanence.
On a une permanence, il faut payer le loyer, il faut payer la lumière. C'est comme si un chef d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise, et du Marajo, c'est pas avec votre salaire que vous payez le loyer de votre entreprise. Ça fait partie des frais de l'entreprise. Donc moi, j'ai une permanence qui est ouverte, dans laquelle je tiens régulièrement des réunions. J'en ai une d'ailleurs avec les maires demain. Quand vous dites que vous avez une permanence, c'est une permanence en Martinique? En Martinique. D'accord. Donc oui, généralement, les permanences sont sur les territoires. Il y a des sénateurs qui en ont deux, une à Paris et une ici. Donc on a une permanence, il faut payer l'eau, l'électricité, le téléphone, le photocopieur pour les copies, etc. On a un photocopieur couleur. On partage tous ces frais la moitié-moitié avec Maurice Antis. Pour aller à Paris, nous vivons à 8000 km. On nous donne une indemnité pour louer un logement qui ne couvre pas totalement le montant du logement. Combien? Non, ça fait partie des 7 000 €. D'accord. Dans les 7 000 €, il y a une indemnité qui paye. Alors, vous imaginez bien, trouver un logement à Paris qui soit meublé, c'est pas comme ici, ça coûte pas 350. Moi, je loue un petit 2 pièces tout petit, meublé, 1 700 €. D'imaginer que ça devait sortir sur mon salaire, je n'aurais pas pu. Je n'aurais pas pu. Donc, on paye l'hébergement, on paye toutes les autres dépenses. Vous ne payez pas les voyages, de communication, non. Il y a, bien sûr, pour combien de billets aller-retour par an? Je ne me rappelle pas. Je dois faire 14 voyages par an. Ils sont pris en charge. Le Sénat a un tarif spécial auprès d'Air France. Allons jusqu'au bout. Vous êtes dans quelle classe? En business, et ça coûte 2000 et quelques euros. C'est-à-dire qu'on a des tarifs spécifiques. Tant mieux qu'on soit en business, parce que généralement, je sors de l'avion, je vais travailler. Donc, s'il fallait que je dorme assise et tout. Voilà. Mais donc, vous pensez quand même à tous vos concitoyens qui sont dans la bétaillère de temps en temps? Oui, mais il ne faut pas ce que je fais, en faisant parfois 3 voyages par mois, dans des époques très courtes, etc. Généralement, ils partent en vacances ou bien en formation. Moi, il m'arrive de faire des voyages de 4 jours. Où j'ai pas beaucoup dormi parce qu'on travaille au Sénat jusqu'à 1h30 du matin. Donc il faut un minimum de confort. Question de Mike. Pouvoir au moins me coucher et dormir parce que c'est très réparateur pour commencer à travailler tout de suite 1 heure après l'atterrissage. Alors puisqu'on est dans la... je terminais sur l'indemnité pour jouer la transparence jusqu'au bout. Ça nous permet d'éditer nos documents. Voilà, dernièrement, j'ai édité un document sur le patrimoine et la culture. Donc les frais sont pris dans ça. Tous les frais qui concernent le mandat sont pris dedans. C'est pas des frais pour aller faire la bamboula, pour aller faire la fête. Et vous n'avez employé ni votre cousine, ni votre sœur. C'est interdit. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Depuis Madame Fillon, c'est terminé. Pas que Madame Fillon, c'était pas interdit. Oui. C'était pas interdit. Mais bon, il y a beaucoup de parlementaires. Vous savez, parfois, quand l'élu est très au front, il aime bien avoir quelqu'un qui est proche de lui, en qui il a confiance. Oui, mais bon, c'est pas évident. Les dérives étaient quand même assez spectaculaires. On est d'accord. Donc, que ce soit, moi, j'ai pas eu, je suis arrivé au moment où c'était interdit, donc je n'ai pas de problème. Donc, j'ai un collaborateur et demi qui travaille samedi, dimanche compris. J'ai décompté dernièrement le nombre d'heures que je fais dans un mois. Ça nous donne 450. Bon, on va diviser. Et quand j'ai divisé, ça me faisait du 11 € de l'heure, autrement dit le SMIC. Bien. Alors, parce que je travaille du lundi au dimanche. Et dans mon décompte, je n'ai même pas mis le dimanche. Mais je ne connais pas un dimanche où je peux rester chez moi. Je ne connais pas ça. En plus, quand on est sénateur... vous l'avez bien cherché quand même. Oui, mais je ne me plains pas, mais je ne voudrais pas que les gens croient, parce qu'on me donne 5 300 € avant impôt, que moi, qu'à blaise comme moi, et que moi, qu'à manger l'argent, le peuple sans faire rien. Ouais. Je fais 450 heures de travail mensuel. Et c'est le préfet qui m'a suggéré ça. Il m'a dit diviser votre note par votre salaire par le nombre d'heures. Voilà. Question de Makiras. Alors, puisqu'on est manifestement dans la transparence la plus totale... Arithmétique en plus. Pour être très précis, très concret, aucun des 7 000 € que vous avez mentionnés ne va dans la poche de Catherine Conconne ou sur son compte en banque. Et en plus, c'est justifié. Et c'est justifié. Il y a une obligation de justification. On a un logiciel, une application sur notre portable qui s'appelle Julia. Eh bien, si vous avez payé des frais postaux, ou vous avez fait faire vos cartes de vœux, par exemple, on vous donne une facture, vous la photographiez, vous la scannez, et ça se met automatiquement dans une rubrique. Et en fin d'année, vous avez jusqu'au 15 janvier pour rendre le détail de vous. Vous êtes observé en permanence puisque l'application est au Sénat. Donc, on voit tout ce que vous faites et vous devez mettre le justificatif. Voilà. Mais est-ce que vous estimez être... Vous avez beaucoup parlé de votre charge de travail, etc. Est-ce que vous estimez être payé de manière juste par rapport à cette charge de travail? Je peux peut-être choquer les gens, mais ce n'est pas du genre. Non, mais je sais que vous n'avez pas la langue de bois. Je pense que concrètement, vous méritez que je signale que les sénateurs mes collaboratrices gagnent à peu près la même chose que moi.
D'accord. Et que dernièrement, il y a une jeune femme qui m'a fait une proposition pour travailler comme collaboratrice parlementaire. Elle a fait une candidature spontanée. Quand je lui ai demandé quelles sont ses prétentions de salaire, elle m'a dit 5 500 €. Autrement dit, plus que ce que je gagne. Comme quoi... La rémunération la plus juste pour vous, Catherine Conconne, pour vous en tant que sénatrice, par rapport à ce travail que vous abattez, ce serait quoi? Alors, on pourrait laisser le même montant. Allez, tant pis, on est en politique, on a l'esprit. On n'est pas là pour devenir, pour gagner de l'argent. Ouais. On a l'habitude. Moi, j'étais première vice-présidente de la région. J'ai gagné 1 600 €. J'ai travaillé en H24. Je quittais pas la région avant minuit le soir. Je passais mon temps à signer des documents de nuit toute seule. Les secrétaires étaient bien gentils. Elles me laissaient un petit café, un petit coca. Je quittais la région parfois à minuit. Un jour, j'ai tellement signé que j'ai une tendinite du coude. Je ne pouvais pas conduire pendant une semaine. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est énorme. Ouais. Et puis, c'est du lundi au dimanche, quoi. Vous avez des représentations obligatoires et tout. J'avais 1 600 €. OK, donc là, clairement, ma secrétaire gagnait plus d'argent que moi. Elle m'embêtait tout le temps. Elle me dit, tu as eu ta fiche de paye, voici la mienne. Elle gagnait 1 000 € de plus que moi. Et donc, vous voyez, c'est pas la rémunération des politiques. Maurice Santis me disait dernièrement qu'il était maire du François. Une fois fait son prélèvement à la source, parce que les élus avaient déjà le prélèvement à la source pour les impôts, il gagnait 1 100 €. Autrement dit, une ville de 18 000 habitants, le maire gagne 1 100 €. Les gens fantasment en donnant l'impression que... Vous m'avez pas répondu. Quelle serait Alors moi, je préfère avoir plus de collaborateurs. Juste... Ah d'accord. Ouais, pas une augmentation de rémunération, mais plus de... Si on me donne plus, je vais pas dire non, qui va rechigner. Mais j'aurais aimé avoir peut-être un doublement en collaborateurs. Parce qu'on a beaucoup de travail et ça m'aurait soulagé. Tous les sénateurs et toutes les sénatrices, encore une fois, je sollicite votre absence de langue de bois, méritent cette rémunération-là. Travaillent beaucoup. Tous. Vous avez des titres. Allez, sur 300 et quelques, vous aurez peut-être une 20. Je sais que vous avez déjà dû observer certaines réalités. Non, je trouve que les gens travaillent beaucoup. Contrairement à ce qui se dit, je suis fascinée par le travail de ces gens, comment ils sont pointus sur leur dossier, les initiatives de loi qu'ils prennent. Vous devez être bien seul, non? Non. À penser ça. Non, mais vous savez, la vie, souvent, on lynche les gens à coups d'a priori, de préjugés. Moi, j'invite les gens à venir. Quand ils sont à Paris, je leur dis, mais venez voir. Et ils regardent, mais, ouais, ici à Gatounin. Faut pas croire, non. Même dans mon groupe, je n'ai pas en mémoire un élu qui fiche rien, qu'on voit jamais. On est là pour vous poser des questions. Il y en a qui sont un peu vieux, qui ont un certain âge, donc on les verra pas courir dans les couloirs comme nous. Moi, j'ai un collègue qui a 50 ans de vie parlementaire. Il arrête cette année. Il a connu ses heures à l'Assemblée nationale. Il était peut-être temps, c'est pour vous dire, mais bon, monsieur Péquet, mais il est très pointu sur ses dossiers. Quand il prend le micro, attention. Alors, Catherine Conconne, on est là pour faire dans l'incorrect. Il y a des gens, un certain nombre d'observateurs politiques, même des journalistes, qui ont écrit que Maurice Santis était d'une discrétion légendaire. Est-ce que c'est incorrect de vous dire que vous l'avez zappé totalement en termes de présence médiatique, Maurice Santis? Il a fait des années de sénateur. On n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Par contre, vous crevez l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Chacun son style. Maurice travaille énormément aussi. Moi, je le vois. On se côtoie beaucoup. Je suis assise à côté de lui. Je vois les interventions. Vous le défendez parce que vous l'aimez bien? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est une réalité. Il travaille énormément. Il est très sérieux à la tâche. Il reçoit les gens, mais... Moi, j'ai peut-être un tempérament qui dit davantage ce qu'il fait. Maurice, c'est plus peut-être dans la discrétion. Est-ce qu'il est conscient qu'en termes de rendu d'image, ça lui pose la question. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Non, mais on l'a rarement vu exploser un ministre comme vous l'avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez tapé dans le dos de la ministre ou bien? Mais l'habitude, vous savez, contrairement à ce qu'on croit, le Sénat, c'est chaud. Hein. Il y a un ministre là qui s'appelle Darmanin. Il est quasiment interdit ministre du budget. Public. Ouais, il est quasiment interdit de parole au Sénat. Hein. Maintenant, quand il vient parler, parce qu'il était insolent, il envoie des tweets pendant qu'il est au Sénat, il a une manière de répondre, pendant un petit visage mignon, mais boum, assez insolent et tout. Bon, j'ai rien contre l'insolence. Donc, mais non, par moments c'est très choquant. Et il y a même eu un jour où on a fait vacances du Sénat, on a arrêté les débats suite à des tweets qu'il avait envoyés, et ça allait très loin. Et quand il vient au Sénat parler, tout le monde se met à taper sur la table.
Faut pas croire, hein, c'est punchy. Hein, vous êtes un peu turbulent, quoi. Ça, non, mais je parle, pas moi, je parle de l'ensemble des sénateurs, et même, comme on dit en créole, c'est grand nombre là, hein, ils sortent de leur gond, et vous avez des chefs de groupe comme Wotayo, des gens comme Roger Kaouchi, etc. Mais ils sont redoutables. Wotayo vous tient une demi-heure de discours, sans papier, sans rien, avec des chiffres pointus et tout, et vous redresse le portrait. Donc il y a des gens qui sont redoutables. Le Sénat compte environ... dernièrement, il y a un collègue qui m'a donné le décompte. Je crois qu'il y a 90 ministres, anciens ministres. Donc c'est des gens qui ont de la bouteille politique, qui ne rigolent pas. Et moi, c'est un plaisir de travailler avec eux. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Alors, maintenant, je me suis fait bien connaître maintenant, respecter, remarquer. Et c'était le but. C'était aussi le but pour vous de vous faire remarquer par les médias et par l'ensemble des sénateurs et sénatrices. Quand je prends la parole, c'est sans calcul. Alors là, sur le rhum, je vais vous raconter. On va en parler, Sur le rhum, le soir, j'étais invitée très tard à dîner. Une amie qui était de passage m'a dit passe casser une croûte à la maison. Une amie commune. On passe casser une croûte à la maison. Et en sortant de chez elle, il devait être minuit. Je suis bombardée de messages. Bravo, super intervention. Alors, j'appelle mon compagnon en guerre Martinique. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit tu viens de passer à la télé là, ton intervention. Je lui dis ah bon? Mais j'avais pas calculé. C'est-à-dire que je suis arrivée le matin, je prépare jamais mes interventions à l'avance. Je les fais in situ. Il faut que je sente l'ambiance, il faut que je sente le contexte, que je prenne les dernières nouvelles du matin, que je fasse ma petite revue de presse, parce qu'on est bien abondé en informations. C'est très bien organisé, on a tout sur notre portable. Alors, parfois, on nous voit au portable, on a l'impression que c'est parce qu'on joue à Candy Crush, pas du tout. On reçoit des informations en live, tout est numérisé, tout est digitalisé, et on a des informations qui arrivent à la seconde. Donc, pour rester à jour, il faut tout le temps consulter son smartphone. Et à la dernière minute, je me suis dit, bon, allez, dans 10 minutes, il faut que j'intervienne sur le rhum. Et mes collaboratrices me disent, mais tu n'as pas préparé? Je dis, attendez les filles, donnez-moi l'exposé des motifs, recherche-moi rapidement l'exposé des motifs quand elle est passée hier à l'Assemblée nationale. Je découvre... La ministre de la Santé. Voilà, Agnès Buzyn, je découvre l'exposé des motifs sur pourquoi elle veut augmenter le rhum. Augmenter la fiscalité sur le rhum. Mais qu'est-ce que la dame a écrit là? Et en fait, je me suis appuyée sur ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait écrit. J'ai rajouté des éléments qui avaient été dit le matin. Et puis c'est sorti, quoi. Je n'ai pas calculé. En fait, vous n'aviez pas l'intention de vous payer le ministre de la Santé? Non, pas du tout. En plus, j'ai de très bonnes relations avec elle. On s'embrasse. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur l'hôpital. Depuis, on a de très bonnes relations humaines. Hein. C'est une femme comme moi. On a beau ne pas être dans le même camp, mais il m'arrive de discuter avec elle quand il y a les questions gouvernement et tout. C'est une femme très bien, qui est ouverte au dialogue, ouverte au débat, et avec qui on a déjà mené pas mal de chantiers très intéressants sur le CHU, etc. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et j'ai senti qu'on avait agressé mon pays. Et moi, par ricochet, je me suis dit, mais attendez, mais elle parle de quoi là? C'est là que je lui ai dit, mais attendez, mais de quel pays vous parlez? Mais c'est sorti comme ça. Puis j'ai fini, je suis passé à autre chose. J'ai réinsisté parce qu'on a 2 minutes 30. Mais sur chaque article, on a 2 minutes 30. Donc si vous êtes stratège, vous utilisez à chaque fois. Et je coupe mes interventions et à chaque fois je donne 2 minutes 30, puisque en 2 minutes 30, je n'aurai jamais le temps de dire tout ce que je veux dire. Et là, je me suis retrouvée avec 5 fois 2 minutes 30, où j'ai pu repasser des messages parce que j'avais des choses à dire sur un sujet que je connais parfaitement. J'ai travaillé dans la filière canne lorsque nous étions à la région. Je continue de fréquenter les canniers, les petits planteurs, les moyens planteurs. Je trouve que c'est une très belle production, le rhum, tout ce qui tourne autour de la canne. Donc, j'en ai parlé cœur, avec passion, parce que, en quelque part, je trouvais qu'on blasphémait mon pays. Voilà. Ouais. Mike. Mais au-delà du côté du buzz, du côté percutant de cette intervention-là, notamment des compliments que vous avez reçus, de l'ampleur médiatique que ça a eu, j'en reviens à ma question initiale sur l'efficacité de l'action de la sénatrice. Vous êtes impliquée dans un certain nombre de dossiers depuis que vous êtes sénatrice, notamment cette fiscalité du rhum. Depuis que vous êtes en fonction, lequel de ces dossiers vous avez le sentiment d'avoir fait véritablement avancer de manière concrète? La plupart de mes dossiers, je les ai fait avancer concrètement. Donnez-nous au moins un exemple. Le rhum, on l'a glissé, mais j'ai pas fini. Hein. Oui, mais on suppose bien. Au prochain PLF, je reviens sur la fiscalité du rhum. Et j'ai vu comment je vais reprendre le truc.
J'ai travaillé avec un collègue à moi, sénateur. Non, mais attendez, faisons le point quand même. Faisons le point, parce qu'il y a des gens qui sont concernés. Ce matin, en face de nous, il y a des planteurs de canne, il y a des ouvriers qui travaillent dans la canne, il y a des ouvriers qui travaillent dans les usines d'embouteillage de rhum, etc. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien cru à un moment que c'était foutu. C'est-à-dire que là, en janvier... Non, 2 ans. Non, mais au départ, ils voulaient augmenter tout de suite. Hein. Oui. Bon, donc c'était fini. Oui. Et qu'est-ce que vous avez obtenu finalement? On a obtenu un étalement, c'est ce qu'on appelle les amendements de repli. C'est-à-dire, vous demandez, vous faites voter la suppression, ça ne passe pas, parce qu'on n'a pas la majorité. Il y a une tendance en France à aller chercher toutes les niches, et ils sont dans le fantasme. L'outre-mer bénéficie de trop de niches. Ils ont trop de privilèges. Ce que vous appelez des niches, pour les gens qui nous écoutent, ce sont des mesures d'équité. Voilà, des privilèges, des privilèges fiscaux. Ce qu'on peut appeler privilèges, mais qui pour moi sont des mesures d'équité. J'ai une passe d'armes avec Darmanin sur ça, en lui disant d'arrêter de parler de privilèges et de niches. Non, c'est pas un privilège. Pour un privilège, ce sont des mesures d'équité. On est à 8000 km, on a une vie plus chère, c'est comme l'abattement 30%, on a énormément d'éléments qui ont des difficultés supérieures ici. Donc on nous accorde quelque chose, ça permet d'équilibrer. D'accord. Mais là, le gouvernement est à l'affût de l'argent. On cherchait, on a ouvert tous les petits tiroirs. C'était connu, hein. À Bercy, on s'est dit, on va aller chercher partout, il y a des petits privilèges. Et on arrête ça, parce qu'on a besoin d'argent. La mesure était uniquement financière, rien d'autre. Alors on l'a habillé avec les vertus de la santé, etc. Je me suis même pris le chou avec un collègue de mon groupe qui est médecin, qui est monté, en lui demandant d'essayer de me faire la preuve que quand on augmente un alcool, les gens boivent moins. Il faut arrêter, quoi. Quand on est addict, on est alcoolique. C'est le cas pour la cigarette. On a vu qu'il y a un lien mécanique entre l'augmentation du prix du paquet de cigarettes et la baisse de la consommation. La cigarette ne crée pas d'attitude psychotique. D'accord? On peut fumer un paquet de cigarettes, on n'est pas fou. Mais au moins, un litre de rhum, on devient fou. Donc, c'est différent. Donc, la folie arrête la consommation. C'est une addiction totalement différente. C'est une addiction comme la cigarette, mais c'est une addiction totalement différente qui a des répercussions. Je vis avec un gros fumeur, il n'est pas fou. Hein. Il fume un paquet de cigarettes tous les jours. Ma soeur fume. Ils ne sont pas fous à côté de moi. Ils m'en fument régulièrement, mais ils ne sont pas fous. Imaginez qu'ils buvent un litre de rhum. C'est totalement différent. La vie serait pourrie, etc. Donc, certaines addictions sont des addictions, mais il y en a qui causent plus de troubles sociaux que d'autres. Et l'alcool, c'en est un, et ça c'est clair et c'est connu. Mais quand on est dans cette situation-là et qu'on est alcoolique, c'est pas parce qu'on mettra 1 ou 2 euros sur un litre de rhum qu'on va pas l'acheter. Catherine Conconne, le rhum et la cigarette nous ont fait un petit peu dévier parce que on parlait vous disiez que tous, ou presque tous les dossiers dans lesquels vous êtes impliqués, avancent de manière concrète, mais finalement, vous ne nous avez pas donné les exemples. Je prends un bel exemple, la démographie. Ah oui, ok. Je prends cet exemple. Ouais. J'ai mené un combat sur la démographie en faisant faire une étude, etc. L'enquête allait virer. Les fiches actions. Eh bien, la semaine dernière, j'ai présenté mon dossier au ministère. Ouais. Et Madame la ministre m'a dit que c'était très rare de voir des élus qui arrivaient avec des dossiers ficelés. Quel ministre? Ministère des Outre-mer. Ministre des Outre-mer, voilà. Annick Girardin. Voilà, et elle m'a dit que le président de la République, le 1er février, fera des annonces. D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai besoin de moyens humains pour travailler sur les fiches actions, etc. Non, mais attendez, ce sera en février. Ce sera en février. Voilà, donc il y a des annonces concrètes qui vont être faites parce que j'ai exigé aujourd'hui les moyens pour mettre en œuvre toutes ces fiches actions qu'on a déroulées au travers de notre enquête, etc. Mais il y a d'autres, il y a d'autres cas, des combats qu'on a menés sur l'hôpital. Vous savez, quand le président Macron est venu il y a quelques mois ici, c'était niette pour l'hôpital. Les 40 millions dont on avait besoin d'urgence, c'était non. 40 millions de trésorerie. C'était non. Et c'est grâce à Catherine Conconne qu'on les a eu. On était plusieurs collègues, mais moi aussi, je suis montée au créneau, j'ai insisté. J'ai beaucoup discuté le soir du repas qu'on a eu à la résidence. Agnès Buzyn était à ma table. C'est depuis ce jour-là qu'on est assez familiers. David Zobda disait à ce micro que ça ne servait à rien d'être en face du président de la République. Il nous a dit, de toute façon, les parlementaires qui étaient face à lui, de toute façon, on sait comment ça se passe, c'est plié d'avance. Vous dites non, c'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Je me dis qu'il y a aussi des postures à avoir. Je refuse d'être l'élu qui vient avec son cahier de doléances. Ah, vous savez, on a des sargasses, on a ceci. Vous allez vous faire des potes. Constat, projet. Oui. Voilà comment je fonctionne. J'ai pris un constat et je trouve qu'on doit être digne derrière ça.
il y a un constat, un problème qui concerne mon pays, je ne vais pas aller chigner au national pour dire « Vous vous rendez compte, vous avez supprimé les contrats aidés, vous avez dit, mais qu'est-ce que vous faites pour nous ?» C'est pas ma nature. Je m'assieds, je travaille, je fais des propositions, voire des contre-propositions, voire des alternatives. Donc, et moi, quand je suis arrivée au ministère de l'Outre-mer la semaine dernière et que j'ai remis mon dossier conclu sur la démographie à la ministre de l'Outre-mer, elle m'a dit « Ah, ça c'est bien ça. Au moins on a un projet, il est chiffré, il est détaillé, etc. Et vous n'êtes pas en train de me dire qu'est-ce qu'on fait, madame, et faites donc vous apportez de l'eau. Ouais, vas-y. Vous apportez de l'eau au moulin de ceux qui disent si tous les parlementaires faisaient comme, je ne citerai pas de nom, eh ben ça avancerait davantage. Il y a plusieurs manières de travailler. Il y a des choses dont je suis parfaitement consciente. Vous êtes souvent cité en exemple comme celle, excusez-moi, c'est politiquement incorrect, qui gueule, mais qui apporte des solutions. Vous venez de le dire. Mais pourquoi ça ne fait pas école chez vos collègues ? Chacun son style. Non, mais attendez, vous n'allez pas nous sortir chaque fois chacun son style. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est vous qui avez du style et les autres n'ont pas de style. Il y en a qui le font, je suis désolée. Citez-moi un exemple. On a des parlementaires qui montent au créneau sur des dossiers. Attendez, Serge Chimi, c'est un exemple. Hein. Oui. 4 lois, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait ça aujourd'hui. Mais il y en a d'autres aussi qui ont des petites victoires. Il ne faut pas croire, hein, qui ont leurs petites victoires et tout. Moi, j'ai une autre manière de travailler. C'est ma manière de travailler, ça a été mon éducation, je suis passée par la jeune chambre économique, on m'a appris à travailler mes dossiers, etc. 10 ans passés à la mairie de Fort-de-France avec Serge Chimi, c'était rigoureux, c'était allez, arrêtez de venir devant moi, vous plaindre, qu'est-ce que vous proposez? J'ai pris l'habitude de travailler comme ça. Et quand je m'en parle de quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, qui débloque, etc. Eh bien, je suis désolée, je monte au créneau et je fais une proposition. Je fais une proposition, je vais au fond et je fais une proposition. Donc, c'est ma façon de travailler. Et il y a quelque chose dont je suis parfaitement consciente. Il faut qu'on accepte de passer aujourd'hui le temps de l'infrastructure, le temps de l'équipement et qu'on parle enfin développement, sans complexe. Qu'on se dise comment on va aujourd'hui créer de la valeur ajoutée et de l'activité. On n'a plus besoin de ponts, de routes, ou presque. Il y a peut-être du renouvellement. Nous ni lignes, nous ni de l'eau, nous ni l'école. On ferme même des écoles parce qu'on est en développement. Vos amis du BTP vont aimer cette partie de l'émission. Mais attendez, un projet de développement, un vrai projet de développement génère aussi de l'activité, mais pas simplement... construire des infrastructures. Où est-ce qu'on va faire des routes aujourd'hui? On va construire un nouvel hôpital, qu'est-ce qu'on va faire? Dernière question sur cette thématique-là et puis on change. Oui, d'abord, juste un point. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, la décision d'octroyer 40 millions d'euros de trésorerie au CHUM, on était derrière. Ça s'est joué, si j'ai bien compris, à la résidence préfectorale, quasiment. Non, à la conviction. À la conviction. Moi, je suis arrivée où on a pris des exemples, on a dit des choses, etc. Bon, elle avait ses contraintes financières, on a pu trouver ça. Non, mais à la conviction prison, ou à Paris ou en Martinique? À Paris. À Paris, d'accord. La prison, par exemple. Oui. La prison. Oui. J'aurais pu aller râler. Comme j'expliquais aux surveillants pénitentiaires, je les ai engagés dans ma façon de travailler. J'ai dit, mais les gars, arrêtez de barrer les routes, de faire des... Oui, il faut faire ça. L'activité syndicale demande aussi un peu de démonstration. Mais pas que ça. Allons nous asseoir, allons écrire un projet. Comment nous, Martiniquais, nous voyons la prison de demain. Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas la prison de Guadeloupe, c'est pas la prison de Fleury-Mérogis, c'est pas la prison de Caen, des Baumettes. Non. C'est une prison martiniquaise avec un public particulier, des problématiques particulières, beaucoup de jeunes en prison sur des courtes peines. Comment on travaille ça? Ils ont travaillé. J'étais très fière d'eux. Ils ont vraiment, les 3 syndicats se sont mis au travail ensemble. Ils m'ont remis un dossier. Ils étaient très fiers de le faire. Je les remercie tous, Louvou, nous, Nordelot, tout le monde. Et je suis arrivée très fière avec mon projet au ministère de la Justice. Le cabinet de la ministre de la Justice, elle avait demandé qu'on me reçoive immédiatement. Les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Et puis je les regarde en leur disant, il y a un problème. Parce qu'ils me regardent. Et ils me disent, madame, je ne sais pas, c'est peut-être... c'est tellement rare de voir un parlementaire qui arrive avec un projet.
Voilà. C'est éloquent. Et là, dernièrement, ça fait deux ministères. Hein. Dernièrement, je suis passé, j'ai eu de nouveaux contacts avec le directeur de cabinet. Je lui ai dit, il y a 6 mois que vous avez le dossier, vous avez digéré, je suis tolérante, il y a eu les crises en prison, il y a eu plein de choses, donc je ne vais pas non plus jouer la fille qui vit dans sa bulle et qui n'est pas consciente qu'il y a un contexte global difficile. J'ai vu Nicole Belloubet lors de la loi justice, sur laquelle nous nous sommes battus. Elle était au moment des pauses. Je lui ai dit, Madame la ministre, quand est-ce qu'on se revoit? Elle m'a dit, mon directeur de cabinet vous reçoit dans les meilleurs délais. Effectivement, j'ai été reçue et j'ai obtenu un certain nombre de choses. Pas tout ce qui est dans le dossier en première année, puisque c'est un plan qui est étalé sur plusieurs années, mais j'ai obtenu, par exemple, un centre de préparation à la sortie pour les jeunes publics, où à 6 mois de leur libération, vont être pris en main pour pouvoir se réadapter à la vie et ne pas alimenter les moulins de la récidive. Vous n'avez pas envie j'ai arraché ça. Vous n'avez pas envie, à vous écouter toute cette passion manifeste, vous n'avez pas envie de rempiler pour un second mandat en 2023? Il y a 1 an que je suis là. Il y a 1 an. Non, mais apparemment, vous avez l'air de, j'allais dire, de kiffer, comme disent les jeunes. Mais quel que soit le poste dans lequel je suis comme ça. Justement. Rappelez-vous de Catherine Conconne en charge de la sécurité à Fort-de-France. Ah ouais. Je cassais des squats, je nettoyais les terres Saint-Ville. Donc cet enthousiasme-là n'augure pas d'une volonté de rempiler c'est quoi, en 2023. C'est pas propre à la fonction de sénateur. Ouais. C'est ma nature qui est comme ça. J'étais à la région pendant 6 ans, j'ai pas arrêté tous les jours. J'ai mené un plan de relance de 350 millions d'investissements aujourd'hui. Tous les chantiers ont été livrés et tout. Je me suis occupée de la filière canne, de la filière élevage, et j'étais en réunion du soir au matin, le week-end sur les exploitations, aller écouter les gens, comment ça se passe, quand il a fallu arrêter les pendages aériens, aller voir avec les planteurs comment on pouvait avoir des alternatives, etc. C'est ma façon de travailler. Je suis pas accognant, je suis pas gnangnan. On y va, alors, et puis voilà. Justement, on y va. On change de thématique. Oui. Et on va quand même faire cette espèce de transition, et vous nous tendez la perche. Est-ce que le fait d'être sénatrice vous a permis de vous améliorer en termes d'image, on va dire ça comme ça? Alors, il y a un baromètre politique qui va être publié dans quelques jours et qui indique très clairement que vous avez fortement progressé, notamment en opinion favorable. Ça, c'est un premier point. Il y a quelques jours, notre confrère François Antilles qui vous accordait, grâce à des suffrages d'internautes, la seconde place de la personnalité ayant la meilleure image auprès des Martiniquais. Décembre 2015 est bien loin. C'est pas du tout le même contexte. On est dans une majorité difficile, avec, on est nombreux, mais il y en a très peu qui montent au front, appelons un chat un chat. Je suis première vice-présidente, au front sur beaucoup de dossiers. Là, vous nous rappelez ce qui s'est passé avant 2015. Hein? Le président qui est parfois absent parce qu'il est député, c'est sur moi que les projecteurs sont. Quand je sens l'injustice, je déteste l'injustice. Quand je sens qu'un des miens est attaqué injustement, je sors mes griffes. Mais est-ce que vous avez appris à mieux vous maîtriser? Est-ce qu'au contact c'est pas le même contact. Est-ce qu'au contact des stars, des sages, c'est comme ça qu'on les appelle. Là encore, ils sont pas sages. Non, mais je fais partie des gentils. Non, mais ils sont diplomates. C'est des types qui ont de la bouteille. Non, mais je parle de la communication. Je parle de la. C'est chaud le Sénat. Ok, mais ça se voit pas à la télévision. Ok, ça s'entend pas à la radio. Lorsque les sénateurs viennent. Vous connaissez les expressions classiques, au pas du sénateur, avec le calme, etc. Est-ce que au contact de ces gens qui maîtrisent, qui ont de la bouteille, vous vous êtes calmé? Non. Vous n'êtes pas calmé? Attendez. Mais non, je ne suis pas calmé. Regardez comment je suis. On m'a dit que je suis très fort sur la ministre. Non, c'est 2 contextes différents. Lorsque nous étions dans cette majorité, que face à nous, on avait des gens, allez, odieux, osons le mot. Je ne vais pas nommer les noms pour ne pas avoir droit à un procès, on les connaît, qui étaient dans des attaques viles, méchantes, malhonnêtes, odieuses. Non, mais vos réactions. Je monte au créneau, je réagissais. Non, mais vos réactions, vous en mesurez a posteriori les conséquences. Généralement, je demande aux gens de quoi on parle. Alors, prenons un exemple. Comme vous réagissez, vous nous donnez à la limite raison juste sur l'observation. Puisque vous dites que c'est différent, c'est que les différences existent. La différence existe dans le contexte. Non, moi je parle de la tonalité. Non, pas du tout. Regardez comment je suis. J'ai même trouvé des gens qui m'ont dit que je suis allé fort sur la ministre. Que je suis allé fort sur Girardin après, au moment du vote du budget. J'ai trouvé des gens qui m'ont dit ça. Mais c'est pas du tout le même contexte. Face à moi, j'ai pas de la malhonnêteté.
J'ai pas du mensonge. Mais est-ce que vous êtes capable aujourd'hui? J'ai pas des attaques odieuses. Non, mais est-ce que vous seriez capable? Allons faire un peu de prospective. Aujourd'hui, en ayant réfléchi, en ayant pris un peu de recul, est-ce que vous seriez capable de refaire la même chose? De quoi? Ou alors, d'avoir la même tonalité face à ces attaques que vous jugez odieuses? Est-ce que vous pensez, avec un peu de recul, que dans l'avenir, vous feriez différemment? Alors, on va remettre les choses à plat. Oui. Généralement, quand on me dit ce genre de choses, et je dis aux gens, au fait, j'ai dit quoi, à quel moment, sur quelle tonalité, on cherche. Vous vous en souvenez? Mais il y a ces fameuses insultes hors de l'hémicycle. Hors de l'hémicycle. Hors de l'hémicycle. Dans ce contexte que personne ne maîtrise. Au chien bien, mon. Ou pas même ça, c'est dit, moi. Ben, dites-nous. J'ai ça présent au passage. Non, j'ai refirmé. Ah bon, c'est dommage. C'est dommage. J'ai été enregistré à mon insu, ce que vous voyez là aussi. Vous ne verrez jamais ça au Sénat. Donc, vous voyez, c'est odieux. C'est des pratiques odieuses de notre temps. C'est du populisme. Un mec m'attaque sur des choses graves. Mais je pense que c'est de ça qu'il parle. Oui, mais attendez, ça n'a pas été fait dans l'hémicycle. Oui. Donc, dont acte, quoi. J'ai été souvent témoin de choses odieuses au hémicycle. Par exemple. Entre élus. Par exemple. Mais je ne vais pas répéter. Mais entre élus. Mais on n'est pas dans l'hémicycle. Vous savez, il y a un journaliste qui avait beaucoup d'éthique. C'est Gabriel Gallion, père à son âme. Quand il a appris ça le lendemain, puisqu'il a été comme tout le monde destinataire du fameux WhatsApp, il m'a appelé, il m'a dit, moi t'es déjà parti, côté bail t'as fait. Je lui ai dit, c'est en allant prendre nos voitures, le chemin du parking, les couloirs. Il m'a dit, mais ça ne m'intéresse pas, je n'en parle pas. Deux mouns gababi en côté, ça c'est où? Oui. Ça n'a rien de public, ça n'a rien. Alors, en dehors de ça, quoi d'autre? Non, on a bien l'impression. Quoi d'autre? Alors, je détonnais. Je suis certainement la première femme avec un caractère bien trempé, qui parle, qui a le verbe haut. Quand je prends mon micro, on n'a même pas besoin du micro, on m'entend. Mais ça, c'est ma nature. Moi, pas parler, moi, pas parler fort. Généralement, quand je réponds à un adversaire, j'ai du biscuit. Oui. Donc, le gars, parfois, se retrouve... il m'est arrivé d'entendre Daniel Marison dire... Je viens de prendre une volée de bois vert de la première vice-présidente. Et il était KO. Mais comme il a la faculté de rebondir, mais il a rebondi derrière. Mais moi, quand on me dit telle chose, je dis, je suis désolé, j'ai les chiffres. C'est pas ça. Ça détonne, hein? Oui. C'est la première femme, peut-être, qui parle comme ça, fermement, qui vous balance certaines vérités au visage. En fait... Mais donnez-moi... On a même dit une fois, on a même brodé une fois, on m'a dit que j'aurais fait un bras d'honneur à quelqu'un dans l'hémicycle. Jusqu'à présent, je cherche l'image que tout le monde avait. Oui. On est capable de me la donner. Alors, à quel moment j'ai fait un bras d'honneur? Et puis, vous savez, ceux qui ont un peu de carapace, on a un certain plaisir à taper dessus. Hein, parce que, mais vous en êtes conscient. Donc... Elle encaissera. Est-ce que parce que ces propos n'ont pas été tenus dans l'hémicycle, vous ne les regrettez pas, en fait? Si vous les avez tenus dans l'hémicycle, vous les auriez regrettés. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. En fait. Regrette de m'avoir traité de détourner des marchés publics. D'avoir détourné des marchés publics, ce qui est une action, une attaque très grave et tout. Je vous passe le reste. S'il regrette, je regrette aussi. Mais s'il ne regrette pas, je ne regrette pas. Très bien. Allons parler un peu d'avenir. Voilà. Vous avez vu que le ton est un petit peu monté. Oui, mais je suis comme ça. Vous avez promis que la tonalité... Cette vivacité se retrouve également dans mon action quotidienne. Si je n'étais pas la femme vive que je suis, je n'aurais certainement pas mené toutes ces actions très positives. Je suis sûr que vous allez mieux, là. La grippe commence à s'en aller. Oui, parce qu'il n'y a pas trop de clim et ça me protège de ma fièvre. Mais j'ai la fièvre en ce moment. Et comme nous, on en est conscient et on en profite un tout petit peu. C'est de bonne guerre. Allons parler de votre actualité politique. Vous avez été élue brillamment sénatrice et ça a laissé des traces certaines au sein de votre parti. Et vous avez même tapé du poing sur la table à un certain moment. Mais, non, pas vraiment. Bon, appelons ça comme ça. Mais on n'a vu aucune conséquence. En clair, il y a des gens à l'intérieur de votre parti qui ont franchi de la ligne rouge, pour reprendre une expression de Serge Chimi, en ne respectant pas les règles démocratiques du parti, et en se présentant contre le candidat officiel du parti au Sénat, et rien n'a été fait à l'encontre de ces gens. Finalement, est-ce que la parole du président, en matière d'autorité et de respect des règles, vaut encore quelque chose? J'ai un défaut, je suis une femme. Ce serait un homme qui aurait été à ma place, il y aurait eu certainement des réactions différentes. Je suis désolée. Donc, en clair, par rapport à ces petits signes que je constate qu'il y a encore des traces
d'inégalité de traitement d'une femme. Vous êtes en train de nous dire que l'observance des règles obéit à des règles machistes? Imaginez que c'était Catherine Conconne qui n'avait pas gagné la désignation PPM et qui s'était présentée. Jusqu'à présent, je suis lynché. Je suis lynché, je suis brandi sur la place publique. Ma tête est au bout d'une pique. Oui, c'est une accusation. Les femmes subissent plus que les hommes. On leur pardonne moins de choses, on leur passe moins de détails, elles sont plus épiées, elles sont plus squettées. À l'intérieur, de manière générale dans la société, ça c'est pas une découverte pour vous, mais à l'intérieur du PPM, pour nous, c'est un scoop. Hein? Non, le truc c'est quoi? Désormais, dans les statuts du PPM, il est interdit d'être en congé du parti. Quand cette histoire a eu lieu et que mon ex-collègue de la mairie, était en congé du parti pour se présenter, justifier donc sa présentation. Après, il y a eu un vote des statuts. On s'est réunis, on a ajouté dans les statuts que cette histoire, déjà, ça n'existait pas. Oui. Et ça a été formalisé. Ça n'existe désormais plus. C'était écrit nulle part. Oui. Et il y a un courrier qui a donc été adressé à tous ceux qui étaient en congé en leur demandant quelle est votre décision. Et ils avaient un temps pour répondre. Et tous ceux qui n'avaient pas répondu d'une manière ou d'une autre dans le temps sont considérés comme exclus. Exclus d'office. C'est le cas, voilà. Bon. C'est vrai que Didier Laguerre m'a dit que mon collègue n'aurait plus été premier adjoint. Il l'est toujours. Je me dis, bon, il a peut-être des contingences municipales, je tolère. Il y a peut-être des contingences d'équipe municipale qu'il n'a pas voulu rompre. J'ai tourné la page. J'ai tourné la page de tout ça. Mais j'ai tourné la page très tôt de tout ça. J'ai gagné et puis on n'en parle plus. Mike Irasque. Mais pour rebondir sur la question d'Eddie concernant le fonctionnement interne du PPM, comment expliquer que cet ex-candidat au sénatorial, bon, on va dire son nom, parce que là on tourne un peu... Yvon Paquette. est accusé nommément dans une lettre adressée à la direction du parti, est accusé Serge Larcher, et en des termes tout à fait explicites d'avoir tenté d'influencer le vote, d'avoir dénaturé ses propos à lui, etc., etc. Monsieur Paquette aussi, notamment sur sa page Facebook, a parlé de, je cite de mémoire, d'agissement machiavélique de la part de la direction du PPM, etc., etc. Comment expliquer, Catherine Conconne, qu'il n'y ait pas eu, à ma connaissance, à notre connaissance, de sanctions à l'endroit de M. Paquette, par cette direction PPM, alors même que, et j'en conclus, que Daniel Chaumet, qui était notre invité la semaine dernière, Fred Lordino, ait été, je crois, exclu du PPM, notamment pour des questions de présence, de non-respect du droit de tendance. On a l'impression qu'il y a une sorte j'ose le terme, de presque deux poids, deux mesures parfois, pour certaines figures du PPM. Lorsque vous allez recevoir certains dirigeants du PPM, le président, le secrétaire général, vous allez poser des questions, mais je reviens à mon postulat, je suis une femme. Donc vous avez été victime du genre. Ce sera la seule réponse que j'aurai. Ce serait inverser la situation. Catherine Conconne n'est pas retenue, mais elle se présente quand même. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis liquidée. Bon, très bien, vous avez triomphé des forces obscures qui se dressaient contre vous. Parlons d'avenir. Il y a 3 élections à venir. Il y a les élections européennes, il y a les élections municipales et les élections à la CTM. Sauf si, dans un souci d'économie teinté d'une certaine habileté, j'allais dire perversité politique, le président de la République fusionnait les élections municipales et la CTM. Il faut qu'il le fasse avant le 31 mars. Ouais. Enfin, c'est pas dans l'air, en tout cas. Quelles sont les élections qui vous semblent fondamentales pour l'avenir de la Martinique? Toutes les élections locales sont fondamentales pour la Martinique. Il ne faut pas oublier, par exemple, que les municipales sont tenues en même temps que les élections dans les EPCI, c'est-à-dire dans les communautés d'agglomération, etc. Aujourd'hui, au travers d'un certain nombre de lois, la loi NOTRe, etc., les EPCI ont énormément de pouvoir. Et c'est un débat en France, d'ailleurs, qui est très, très chaud au Sénat en ce moment, où des élus demandent de revenir sur la loi NOTRe. Les EPCI ont dépouillé pas mal les maires de certaines prérogatives. Et toute dernière, en l'occurrence,
toute dernière, en l'occurrence, le tourisme. Le tourisme, par exemple. Donc, on a, dans des soucis de mutualisation, d'économie d'échelle, etc., les maires sont très dépouillés aujourd'hui au travers de certain nombre de lois, et plus particulièrement de la loi NOTRe qui a orchestré les répartitions des pouvoirs entre PCI et ville. Donc municipal, ça, il y a une importance. Très bien. Il y a une importance. Lorsque vous avez un EPCI qui est embolisé avec un président qui est un peu... ça se ressent dans la ville. Ça se ressent dans la ville. Dans les villes concernées par cette EPCI. Vous n'êtes pas en train de nous indiquer des pistes sur des personnages ou des personnalités? Non, pas du tout. Je parle des élections à venir. Non, mais moi je parle de la situation actuelle des communautés d'agglomération qui sont dans une situation financière catastrophique. Oui, mais les mairies sont aussi dans des considérations financières catastrophiques également. Donc, il y a une ambiance globale de difficultés financières et pas seulement chez nous. Donc, les municipales sont importantes. OK. Le maire, c'est le premier concerné par la population. Quel que soit ce qu'on a, on va avoir son maire. Est-ce qu'on est autorisé à vous poser la question suivante? Est-ce que vous seriez intéressé par l'exercice d'une fonction de maire? Non. Aujourd'hui, non. Donc, quand vous dites aujourd'hui, on est en janvier 2019. La seule mairie qui pourrait m'intéresser, parce que je suis foyalaise, c'est la mairie de Fort-de-France. Il y a un maire à Fort-de-France, il est de mon parti. Il n'est pas question que je lui vole son poste, que je me présente. Mais ça ne me traverse même pas l'esprit. Donc, Catherine Conconne, candidate en mars 2020 à la mairie de Fort-de-France, il faut oublier ça. Non, hors de question. Très bien. Alors, derrière les municipales, il y a les élections à la CTM. Ouais. Et là, c'est plus ouvert, une présence de Catherine Conconne sur une liste? Pourquoi pas? J'ai envie de dire, je suis déjà membre de la CTM, hein, oui. Donc même si on est de l'opposition, pourquoi pas? Je vous ai toujours dit que être sur une liste, oui, c'est... Le mandat local, tout à l'heure, vous disiez... oui, j'adore. Le mandat local, c'est ce qui est... Et à la CTM, je suis très déçue parce qu'on n'a aucun rôle, on n'a rien, rien ne fonctionne, les commissions ne fonctionnent pas, il n'y a aucun boulot au fond qui se fait, ça me rend triste parce que je reviens d'une région qui était hyper active, qui a battu un travail monstre, qui avait des groupes de travail, y compris confiés à des gens de l'opposition. Hein. Je me rappelle Miguel Laventure, qui aujourd'hui fait le dos rond dans l'actuelle majorité. Serge Letchimy lui avait confié l'octroi de mer. Il partait à Paris au nom du président, à Bruxelles. Il est fort, Miguel, quand même, hein, capable de faire 6 ans sous Letchimy et 5 ans sous Marie-Jeanne. Ouais, je préfère ne pas avoir cette force. On va dire ça comme ça. Oh, vous n'êtes pas un peu sévère, là? C'est quelqu'un que vous aimez bien. Bon, c'est une des réactions les plus spontanées qu'on ait eues dans cette émission. À mon avis, il y a des choses que je ne comprends pas. Va faire l'objet d'un buzz. Non, mais il le sait. Il le sait? Il sait très bien que je ne comprends pas son positionnement, que je ne comprends pas. Il vous a déçu? Quand il essaye de nous convaincre que tout va bien, que les fonds européens sont bien consommés, tout ça pour dire, président, t'as vu, je suis un bon petit, Bon, vous êtes en train de nous dire Non, mais il sait ce que je pense, Miguel Laventure. Il le sait. Vous êtes en train de nous dire qu'il ment à la population? Bien sûr. Mais bien sûr, mais pas que lui. Alors, est-ce que je peux, par exemple, faire imprimer des t-shirts pour vos fans? Catherine Conconne, le retour. Mais je ne suis jamais parti. Non, mais le retour aux plus hautes fonctions locales. Plus hautes fonctions, c'est-à-dire être membre de... Par exemple, être présidente, soit présidente de l'Assemblée, soit présidente du Conseil exécutif. Je ne suis pas du genre à faire des plans. Non. Malheureusement, j'ai une devise, c'est Carpe Diem. Chaque jour suffit sa peine. Je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Demain, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Il ne faut pas qu'ils s'en souviennent. C'est vrai. L'arrivée de Catherine Conconne au dernier moment, ça a pété les plans. J'ai pas fait d'efforts. J'ai une petite campagne électorale la plus cool que j'ai eue. En fait, surtout la plus courte. J'ai eu très peu de mal à convaincre des gens. Il m'est arrivé d'arriver dans des mairies où le maire lui-même a dit « Ou pas me bousser pas ici. » Donc, il voté barreau. Bon. Nous savons ça où il est. Est-ce qu'on peut élargir? Je n'ai pas eu à parler. Et des maires qui ne sont pas spécialement de mon bord. Est-ce qu'on peut élargir ça, selon vous, à la population? Parce que c'est bien la population qui va voter cette fois-là et non pas des élus. Est-ce que la bataille de l'élection à la CTM de 2021, pour vous, pour reprendre l'expression de quelqu'un que vous adorez, entre guillemets, Claude Lise, c'est la mère de toutes les batailles? Ouais, il avait dit ça pour 2015, pauvre maman. Oui, non, mais bon... Pauvre maman. Elle a morflé. Certaines stérilités, pas très généreuses, pas très fécondes. On voit que le premier exercice de ce monstre à deux têtes, c'est pour moi un véritable échec. L'échec, il n'est pas tant dans le déploiement des politiques publiques. N'oubliez pas de répondre à ma question.
la meilleure des batailles. Mais bien sûr, lorsqu'aujourd'hui, on a 2 collectivités réunies en une qui affichent, 1,3 milliard au moins de budget, qui gèrent 800 millions de fonds européens, des contrats de plan avec l'État, etc., des contrats qui vont venir là pour mailler les assises de l'outre-mer avec des contrats de territoire. Et lorsqu'on regarde comment les choses se déroulent, excusez-moi, ça fait un peu gaspillage. Hein. On se dit, mais il y a un problème. Il y a un vrai problème. Rien ne trouve grâce à vos yeux, j'ai l'impression. Et quand c'est bien, je peux dire que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce que Alfred Marie-Jeanne a fait de bien? Je trouve pas. En 3 ans là, je trouve pas. Et il y a quelque chose qui peut-être me rend aveugle, ce sont les pratiques démocratiques. La pratique démocratique dans cette CTM, mais c'est ce qui se fait. On frôle la dictature. Vous l'avez condamné à plusieurs reprises, d'ailleurs. Oui, désolé. On a un conseil exécutif de 9 personnes du même bord, c'est nous qui l'avons voulu, donc il n'y a pas de problème, qui s'est octroyé tous les pouvoirs, qui travaille de la manière la plus occulte et la plus opaque qui soit. Je ne sais pas c'est quoi l'ordre du jour du conseil exécutif. Je ne sais pas les conclusions du conseil exécutif. Nous n'avons aucun interlocuteur à qui nous adresser. Je vous rencontre, M. Marajou, vous avez déposé une demande d'aide pour une entreprise ou une formation. Vous me demandez, madame, comme vous êtes élue à la CTM, est-ce que vous pouvez regarder pour moi? Je n'ai pas d'interlocuteur. Il m'est interdit de m'adresser au chef de service et les politiques ne nous parlent pas. Il y a un truc mais complètement opaque. On ne se rend pas compte. La Martinique est aujourd'hui administrée en mode 59+1. Il y a le 1 qui décide de tout. Il faut être bien avec lui. Il faut savoir lui parler. Il faut savoir murmurer à son oreille. 59, c'est l'addition des conseillers territoriaux et des conseillers exécutifs, c'est ça? 59, et puis 1, c'est le président du conseil exécutif qui se proclame président des Martiniquais, qui méprise complètement la partie assemblée. Claude Lys, je le trouve bien courageux de rester là toujours, qui méprise complètement la partie, il l'a dit d'ailleurs, j'ai suivi une partie de son émission avec vous. Oui. Attendez, mais il y a 17 commissions thématiques, 17, c'est-à-dire qu'on est à l'époque ancienne, où il y a une politique publique, une commission, une politique publique, une commission. Aucune transversalité, aucune pénétration du pays sur une série de thématiques, le développement durable, etc. On va faire une commission de transport qui ne fera pas plus que de dire « je suis d'accord, je lève le doigt », et puis voilà. On est convoqué dans des commissions uniquement quand il y a plénière. Je sais qu'il y a plénière. Je me dis, j'appelle mes collègues, je leur dis, il y a une plénière dans l'air. Vous savez comment on sait qu'il y a une plénière dans l'air? 15 jours avant, embouteillage de réunion de commission. Quand vous arrivez dans la réunion de commission, portez votre dossier numéro 9, numéro 10, numéro 40 de votre dossier de plénière. C'est-à-dire les dossiers sont déjà remis aux élus et on nous appelle pour venir débattre du dossier sur lequel il y a déjà marqué avis favorable a été donné. La réunion dure quelques minutes. On lit, alors le président de la commission, plus ou moins impliqué, lit, voilà, la CTM va aider tel machin, qu'est-ce que vous en pensez? Avis favorable. Et puis c'est fini. C'est fini, voilà comment ça fonctionne. Il n'y a pas de commission qui prenne les dossiers en amont, qui en discute et tout. C'est-à-dire, tout est décidé à chaque fois par une personne, membre du conseil exécutif. On a bien compris que alors, je ne peux pas trouver grâce au reste. Bon, c'est clair. Pour moi, la démocratie, c'est une valeur qui est importante. Je le vis au Sénat. Les règles démocratiques sont bien écrites, sont respectées. Oui. Chaque fois qu'il y a des groupes de travail qui se mettent en place, c'est fait à la proportionnelle, en fonction de la grosseur des groupes. On a des temps de parole de l'opposition, on a des temps de parole de la majorité. Je n'ai rien à redire. Les groupes ont des moyens. Je suis membre du groupe socialiste, nous sommes 75, nous sommes le deuxième groupe. Le groupe a un budget où il peut recruter des collaborateurs qui nous préparent les réunions, qui valident nos amendements, nous aident techniquement, etc. Vont dans certaines réunions de préparation pour nous et reviennent en nous disant il y a telle chose, il faut changer telle chose, etc. On n'a pas ça. Le Sénat, c'est vive la démocratie, sans oublier quand même quelques formes de corruption relativement féroces, notamment. Les corruptions, pourquoi il n'y en a pas ici? Bon, d'accord, ok. Mais à culpa. C'est beaucoup plus contrôlé aujourd'hui et je pense que ça a dû largement diminuer. Mais avant, question de Mike là, ils se sont bien enrichis. Hein. C'est clair. Catherine Concotte, d'abord, je vous taquine, est-ce que vous allez quand même retourner de temps en temps en séance plénière de la CTM? Quand je suis en Martinique, j'y vais. D'accord. Voilà. Okay. Quand je suis pas en Martinique. Vous avez le sentiment de perdre votre temps quand vous y êtes? Je suis là et généralement, je dis à mes collègues, c'est très sympa qu'on se retrouve ensemble, mais je perds mon temps. Je suis assise là et je regarde les choses avec tristesse. Est-ce qu'il y a une opposition à la CTM? Véritable. C'est difficile. Les moyens d'expression démocratique n'existent pas.
Je me rappelle... Ça n'existe pas. Attendez, Catherine Conconne, je me rappelle d'une opposition solitaire de Daniel Robin, vous vous rappelez, face à Alfred Marie-Jeanne. Il a tenu le rang pendant plusieurs années. Il était tout seul. Hein. Et là, vous êtes plus d'une dizaine. Et 18 ah ben oui, plus d'une dizaine. Et on n'a pas l'air d'entendre beaucoup ou de voir beaucoup d'opposition, on va dire au minimum, à minima opiniâtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Harmonieuse. On fait de notre mieux, mais j'avoue que souvent, je pousse mes petits coups de gueule auprès des miens, où je leur dis attention, on n'est pas assez machin, c'est peut-être pas la bonne stratégie de faire comme ça, etc. Mais bon. On vous a vu particulièrement sévère dans votre attitude face à Johnny Hajar. De temps en temps, pendant les plénières, non, vos petits ossements d'épaule, de sourcils. Non, je rigole beaucoup avec David Zobda, mon voisin. D'accord. Non, pas du tout. Les interventions de Johnny Hajar qui sont récurrentes, qui sont extrêmement sévères, vous amusent ou vous mobilisent? Je dis, moi, j'aurais pas fait comme ça, mais je suis tolérante. Chacun son style. Oui, je n'aurais pas donné souvent de l'eau moulin des autres. Ouais, voilà. Donc, mais chacun son style, hein, il fait très bien le travail aussi. Parfois, c'est des personnalités différentes. Il aura reçu le message 5 sur 5. Pour beaucoup il n'a pas m'écouté, rassurez-vous. Ah bon? Pour quelle raison? C'est un homme. Vraiment, c'est ancré. Alors, attendez, on va en profiter. Est-ce qu'il y a un lien entre votre dernière remarque et l'ostracisme machiste dont vous avez été victime au moment de la non-sanction d'Yvon Paquet? On peut y voir la main de M. Hajar? Non, pas du tout. Je ne suis pas victime. Je suis pas victime. Le sort qui a été réservé après à celui qui n'a pas suivi les règles du parti. J'ai envie de dire, c'est le parti, son fonctionnement et tout. Moi, je suis les règles. Le maire de Fort-de-France a décidé de garder son premier adjoint, je respecte. Il est maire plénipotentiaire, je respecte. J'ai eu l'occasion d'en rire avec lui, hein, de l'embêter sur ça, mais après j'ai tourné la page. Moi, je sais tourner les pages. Son jeu de mots, un rire jaune. Oui. Pas du tout. Oui, dis-moi l'autre de la bouche. Je m'en fiche. En quelque part, je m'en fiche. Alors, pour beaucoup d'observateurs de notre vie politique, Serge Letchimy demeure le leader, peut-être officieux, de l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle, par rapport à l'échéance de la mère des batailles, c'est-à-dire l'élection de la CTM vraisemblablement en 2021. Quelles erreurs faudrait-il, si vous considérez qu'il y a eu des erreurs, faudrait-il ne pas commettre? Par exemple, on s'en souvient, après la défaite de 2015, messieurs, il y avait une espèce de séance de thérapie collective, je caricature volontairement. À laquelle je n'ai pas participé. À laquelle vous n'aviez pas participé, en effet. Il n'y avait que des hommes. Non, pas du tout. Ou messieurs... J'ai l'habitude de dire, si vous ne parlez, tombez pas jouer. Hein. On va aux élections, on gagne, on perd, et puis après on continue. Ou messieurs Lordino et Chaumet, qui à l'époque était toujours au PPM, avaient notamment dénoncé, je les cite, un racolage d'un certain nombre de maires et un racolage tardif d'un certain nombre de maires à l'Alliance Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Est-ce que cette relation du PPM et de son président devrait être améliorée dans sa relation aux autres communes alliées ou sympathisantes, C'est pas facile de faire une liste. J'en conviens vous allez aisément. organiser votre anniversaire et vous vous dites je ne peux inviter que 20 personnes. Vous aurez un mal fou à dire je m'arrête à 20. Oh zut, j'ai oublié un tel, j'ai rayé celui. Ah non, mais s'il sait ça, c'est très difficile de faire une liste. Daniel Chaumet s'en souvient d'ailleurs. Mais c'est très difficile de faire une liste. C'est très compliqué. Il y a des enjeux politiques de dernière minute, des personnes qui vous sollicitent. C'est compliqué. Il paraît même que la liste a changé quelques heures avant l'annonce officielle de la liste. Mais tout le monde. Je ne connais pas de liste qui arrive à la proclamation et puis qui n'ait pas connu un petit changement de dernière minute. Donc qu'est-ce qu'il faudrait corriger avant l'échéance? Je ne sais pas si c'est un problème de liste. De toute façon, quelle que soit la liste que vous allez faire, il y a des gens qui vont la critiquer, qui vont la trouver bien. Si on avait gagné, personne n'aurait parlé de la liste. Oui. Donc, dès que vous perdez, on commence à mettre le bic rouge sort et puis on vous corrige. Je crois que c'est dans notre manière de communiquer. C'est-à-dire? On ne va pas assez vers l'autre. Je le dis là sur votre plateau parce que je le dis au comité national. Nos autres partenaires auraient peut-être besoin de plus de considération au quotidien. Et ce n'est pas des considérations uniquement sur des dossiers politiques, des considérations du quotidien. Vous parlez, quand vous dites des partenaires... On vous invite dans une manifestation, il faut aller. Okay. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de ça. Par moment, je suis crevée le dimanche.
J'ai invité à une fête, un truc. Mais je vais... Sortir des considérations uniquement électorales. Oui, quoi. La considération à l'humain. On a besoin de ça. Vous parlez des fêtes patronales, par exemple. Entre autres, une invitation, un maire qui a besoin de vous voir, appeler des amis, manger de temps en temps avec quelqu'un. Vous êtes arrivé à convaincre... Mon nouvel loup, quoi, hors élection. Mais vous savez pertinemment que Serge Letchimy n'aime pas ça. Vous êtes arrivé à le convaincre de cette nécessité? On n'a jamais beaucoup parlé de l'après. Moi, je vous dis, mon chagrin dure 48 heures. Donc, je ne suis pas du genre à rester sur un truc. Quand on va aux élections, et le sien, il a duré plus longtemps? Ça passe ou ça casse. Je ne sais pas. Ça passe ou ça casse. Il faut se mettre ça dans la tête. On va aux élections, comme dirait le proverbe, si vous parlez tomber, pas jouer. Alfred Marie-Jeanne a perdu les élections 2010. 2 jours après, il était sur le terrain. Bon, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui était triste, hein, mais c'est quoi ça? Et puis il a gagné. C'est pas la mort, quoi. Seule la mort doit nous affecter. Je préfère perdre une élection qu'on m'annonce que j'ai un cancer. Je suis désolée. C'est quoi? La vie continue et au contraire, c'est se retrouver et puis se dire on repart et on travaille. On essaie de voir objectivement, hein, pas dans l'émotion, hein, en pointant du doigt celui-là qui a fait, qui n'a pas fait, etc. C'est pas ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ont besoin de considération, les gens ont besoin de nous voir, les gens ont besoin de proximité. On a fait des tonnes de choses bien à la région en 5 ans. Je ne le dis pas parce que j'étais à l'équipe. On a fait des tonnes de choses bien, mais on l'a pas assez fait savoir. On l'a mal fait savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? On n'a pas tenu assez de réunions dans la proximité, voilà, la notion en de proximité, commune. voilà. Oui. Mais ça, c'est une erreur, gravissime. Oui, ça. c'est une erreur. Parce qu'on avait le nez dans le guidon, on allait vite et on pensait que les gens verraient. Mais bon, rien n'est évident. Il faut dire aux gens, il faut aller leur dire. Non, mais Catherine Coconne, là, il faut reconquérir le pouvoir. Donc, on ne va pas vous juger sur les actions que vous avez faites pendant que vous n'étiez pas au pouvoir. Pour reconquérir le pouvoir, quelles sont, à l'inverse, les actions à mener dans les mois qui viennent? Est-ce que question corollaire, est-ce que EPMN, ça vous dit quelque chose? Oui. Vous pourriez nous donner l'adresse? Oui, ça se tient, on n'a pas besoin d'adresse. Je préfère même que EPMN n'ait pas d'adresse. Parce qu'une fois Quand vous dites ça se tient, ça veut dire quoi? Il y a 10 partis, 10 mouvements qui travaillent ensemble, qui se voient régulièrement. Dans une cabine téléphonique? Pas ou du bien... tout. 10, c'est beaucoup, hein. 10, c'est beaucoup. Non, vous êtes sérieuse là, c'est-à-dire que... je suis très sérieuse. Ça veut dire que ça se tient dans le secret le plus absolu. Pas du tout. Je crois que ça demande d'être solidifié, de se parler un peu plus et à un moment donné de se révéler. Mais PMN, à part le Parti Socialiste, le Parti de Maignan, etc., et Edem. Hein. Mais pourquoi PMN est dans ce... toujours là. Hein. Pourquoi PMN est dans ce besoin éternel, j'ai envie de dire, de consolidation, de confort. Ça fait 10 ans qu'on entend. Non, ça fait près de PMN est né en 2010. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans qu'on entend Vous allez dans mon sens, vous allez dans le sens de ce que j'ai pu dire il n'y a pas longtemps, un comité national, où j'ai dit aux gens, mais allons-y, quoi. Les fondations ne seront jamais réalisées. Je rêve qu'on ne soit pas une simple alternance, c'est-à-dire celui-là sort et puis mettez-moi à la place, qu'on devienne une alternative. La nuance est de taille. Alors, l'alternative. Soyons dans l'action. Concrètement, ça veut dire quoi? Proposons une nouvelle manière de faire de la politique, communiquons autrement et montrons aux gens que ce qui se fait là, arrêtons d'en parler. Oui. Arrêtons d'en parler, moi. J'en ai assez qu'on fasse des communiqués pour dire que Marie-Jeanne n'a pas fait, que c'est... Oui, il faut le faire. C'est la vie politique, on est dans une opposition, c'est tout à fait normal. Mais pas que ça. En parlant de communication. Réunissons-nous, parlons culture. Voilà notre projet alternatif pour une culture plus épanouie, pour la considération des artistes, pour un certain nombre de choses. Mais tout le monde n'a pas envie de travailler comme vous. Vous êtes une damnée du travail, peut-être ils sont cool, quoi. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on devient une alternative crédible, parce que le peuple va dire, ouais, yo, t'es là, t'as Avinil là, nous pas y voter encore. Il faut redevenir une alternative. Quelle est aujourd'hui notre opinion et notre cap en matière de développement économique, comment on voit l'économie de la Martinique, comment on commente l'actuelle situation de l'économie, qu'est-ce qu'on pourrait proposer au BTP qui soit pas simplement de construire des logements, des routes et puis des bâtiments dont on a presque plus besoin aujourd'hui. C'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Dernièrement, j'ai dit à mes collègues, mais reprenons le chemin des séminaires, des séances de travail, on prend les chiffres, on les dépouille. Quelle a été leur réaction? Positive, mais je suis une femme, il ne faut pas m'applaudir. Positive, ça y est, c'est reparti. Mais j'ai senti que ça avait... C'est reparti. Pour donner l'exemple... Devriez monter un parti de femmes, finalement. Hein? pour donner l'exemple, dernièrement, j'ai sorti 21 projets pour la culture et le patrimoine. Ouais. C'était mes petites observations comme ça que je faisais, des gens que je rencontrais, des choses que j'entendais. Je suis partie à 10 projets, je suis arrivée à 21.
Des choses basiques. Eh ben, allons discuter avec le monde de la culture. Allons discuter avec le monde économique. Allons essayer de d'écrire un projet alternatif, fiscal, économique. Allons arriver à la prochaine loi de finances avec quelque chose qu'on vient présenter. Je rêve de ça. Je rêve samedi, dimanche de m'enfermer dans une pièce avec des gens, avec des experts. Pourquoi pas M. Marajo qui vient nous donner les derniers chiffres. Aller auditionner le directeur de l'IEDOM que j'ai vu cette semaine qui m'a donné des éléments très importants. Et puis, allons. Écrivons des choses. Et au bout du discours, vous vous retrouvez tout seul à prêcher dans le désert. Question de Mike Hiras. Je rêve de ça. J'ai envie de travailler, moi. En termes de communication, vous disiez qu'il y avait peut-être il y a peut-être eu des erreurs de communication. Qu'est-ce que vous pensez de la communication récente du PPM et singulièrement de son président, Serge Letchimy, ces derniers mois? Vous parliez de communication punchy tout à l'heure. Lui, il va pas dans la dentelle. Il fait pas dans la dentelle par rapport à ses opposants, notamment avec ses comparaisons récurrentes à des figures du régime nazi et du Troisième Reich, Himmler, Goebbels. Qu'est-ce que vous pensez de cette communication-là? Est-ce qu'elle n'est pas excessive, quoi? Il exprime un gros ras-le-bol, il avait envie de le dire, etc. Il l'a dit. Mais ces exemples-là, quand on est en politique, il y a des moments, il y a des choses qui vous heurtent et puis vous avez envie de parler. Est-ce qu'il l'a regretté? Je ne pense pas. Non. D'avoir cité ces noms-là. On n'en a pas parlé. Parce qu'il a quand même choisi des figures absolument monstrueuses de l'histoire, j'ai presque envie de dire de l'humanité, quoi. Oh, Marie-Jeanne a dit pire que ça, on le pardonne, hein. Donc il faut arrêter. Alors là, vraiment, je vous supplie presque de nous donner un exemple, s'il vous plaît. Sur sa radio, traité Serge Letchimy d'imbécile. Pour vous, c'est pire. J'ai encore l'enregistrement, mais il n'y a pas que ça. Mais on entend des choses qui sont particulièrement odieuses, et à lui, on pardonne tout. C'est bien. Donc, mais non, pas une seconde, non, pas de problème. Donc vous ne trouvez pas ça excessif, en fait, ces comparaisons-là? Il y a des moments, quand on est politique, on a un ras-le-bol exprimé, on a une saturation. Et dernièrement, il nous a dit j'ai plus envie de ne pas dire ce que je pense. Ah ben pour le coup, il y va. J'ai peut-être assez avalé de couleurs. Pour le coup, il y va. Et je l'ai dit, voilà. Mais ça ne va pas s'avérer. J'espère qu'il va nous réserver ça pour cette émission. Oui, mais, vous allez lui demander. Mais ça ne va pas s'avérer. Ça va pas. J'ai pas fait un plat de ça. Cette communication libérée, on va dire. Ça ne va pas s'avérer contre-productif, justement. Je lisais une interview il y a quelques semaines de quelqu'un qui pourtant ne tarit pas d'éloges au sujet de Serge Letchimy, c'est le maire de Schellcher, Luc Clémenté, qui dans le même temps il louait les qualités de visionnaire, de développeur de Letchimy, disait quand même, vous connaissez le style Clémenté qui est toujours dans la zénitude et souvent dans le politiquement correct, qui disait quand même que par ailleurs il faudrait peut-être un petit peu calmer le jeu et le ton notamment et les choix de forme, quoi. Ok, d'accord. Oui, c'est des hommes. Ah oui, c'est vrai, ils vont régler ça entre hommes. Catherine Conconne, dernier petit chapitre, très rapide parce qu'il nous reste encore peu de temps, malheureusement. Quelles sont selon vous les problématiques majeures qui doivent être abordées et résolues et qui sont des préoccupations des Martiniquais? Moi, personnellement, j'ai une grosse préoccupation sur le problème de la démographie. C'est pour moi une grosse préoccupation à laquelle je me suis attaquée. Comme je vous ai dit, j'ai produit des propositions. On a réalisé une enquête que j'ai payée avec mes propres moyens pour aller plus loin. On a eu des retours excellents. L'enquête a été dépouillée par quelqu'un qui a du poids, docteur en sociologie, démographe, statisticienne, donc Nadia Chonville, qui est une jeune femme brillante, qui a dépouillé ça. Rappelez-nous rapidement les principaux enseignements de cette étude. Principaux enseignements. Alors, d'abord, le succès de l'enquête. Quand on l'a lancée, on s'est dit, allez, si on a 1000 réponses, on pensait tellement que les gens étaient dans l'indolence dans l'indifférence par rapport à ce sujet-là, qu'on n'aurait pas eu beaucoup de réponses. Et en travaillant avec Georges Parra, qui nous avait aidé à calibrer tout ça, il nous a dit, bon, avec 1000 réponses, ça va être bien. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de sondages à 1000, c'est énorme. Ouais. On a eu 1000 en 24 heures. Et on a travaillé avec des jeunes hommes brillants, l'agence Complay, qui ont monté leur entreprise. Ce sont des gens qui sont rentrés au pays. Les frères Myrtil, Fabrice Myrtil, Yannick, qui travaillent avec Alexandre Votado. Qui est, rappelons-le, qui est l'ancien responsable grand compte de Facebook. Tout à fait. Et qui sont rentrés en Martinique. Tout à fait. Myrtil, Yannick travaillait chez LinkedIn. Ouais. Donc, ils sont rentrés en Martinique, ils ont monté leur agence. Et quand on a eu l'idée, parce que je leur ai dit, les gars, j'aimerais bien qu'on s'appuie sur quelque chose de tangible, qu'on ne soit pas dans l'impression, etc.
allons lancer une enquête. On a travaillé, on est parti d'au moins 200 questions. On a éliminé au fur et à mesure. On a passé des séances de nuit à travailler sur ça. On est arrivé à une enquête qui tenait à peu près la route. Et ils m'ont dit, on va faire ça en chatbot. Alors j'ai appris beaucoup de choses. C'est sur les réseaux sociaux où les gens, il y a un petit robot qui vous répond très bien, oui, suivante, question suivante. Donc l'enquête était très ludique. On a eu 1000 réponses en 24 heures. Et on est arrivé à 8000 réponses. On a déjà un peu dépouillé tout ça. Il y a eu quand même 2-3 déchets dans les 8000, des gens qui n'avaient pas terminé l'enquête. Où on est arrivé à peu près à 7000 qui étaient traitables. Et des 7000, elle a tiré un échantillon d'environ 6000. Et on a travaillé sur ça. Les enseignements importants sont les suivants. 8 Martiniquais sur 10 veulent rentrer en Martinique. La légende qui fait croire que, bon, attendez, précisons, la cible, c'était des gens qui étaient à l'extérieur de la Martinique. Hein. Qui étaient à l'extérieur et qui sont rentrés aussi. Voilà, on a fait 25%. On va dire la diaspora, quoi. De ceux qui sont rentrés récemment, pas récemment, etc. Et 75% qui sont à l'extérieur. Voilà, 64 pays. Dans 64 pays, toutes les collectivités d'outre-mer, plus 64 pays. On a eu des réponses de l'Irak, de Nouvelle-Zélande, de partout, en Russie. On a eu des réponses de Sibérie. Donc, des trucs extraordinaires. 64 pays de pétrole, ont répondu à l'enquête et on a eu ce premier renseignement qui est de dire 8 Martiniquais sur 10 veulent rentrer au pays. Autrement dit, leur pays ne leur est pas indifférent. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rentrer? La première chose, c'est pas simplement travailler, me rapprocher de ma famille. C'est très important. Donc, la composante familiale. Le lien familial. Retrouver les parents qui sont parfois âgés, etc. Le travail vient en 2, voire en 3e position. Parce qu'il y en a qui rentrent sans avoir trouvé et ils cherchent. Deuxième chose, 75% de ceux qui sont rentrés ne sont pas repartis. D'accord. Voilà, on a l'impression. Donc il n'y a pas de déception ils sont venus, et dans les 25%, il y a la moitié qui est partie, qui est repartie et qui est revenue. Donc, on a très peu de gens qui repartent 100% déçus, etc. L'autre légende qui consiste à dire qu'on va rentrer en Martinique et qu'on n'a que des emplois au SMIC à proposer à des grosses têtes, c'est pas vrai. La plupart des gens questionnés ont soit retrouvé leur niveau de rémunération ou s'en sont approchés. Ou certains n'ont pas retrouvé tout de suite leur même niveau de rémunération, mais l'ont retrouvé petit à petit. C'est-à-dire, on vous teste et puis au fur et à mesure, l'augmentation vient L'autre enseignement qui m'a vraiment fait chaud au cœur, ils veulent, en rentrant en Martinique, s'impliquer dans le pays. Milieu associatif, milieu sportif, dans la politique. Ils ont envie de s'impliquer pour leur pays. Donc, une espèce de fibre patriotique très forte où on a envie de donner au pays ce que le pays nous a donné. Et puis, de l'enquête qu'on a menée, on a eu beaucoup de questions. On peut tirer environ 4000 enseignements. Alors, attendez. Là, on a bien compris les enseignements majeurs. Question de Mike Hiras. On va rester un peu sur la thématique de la jeunesse formée. J'aimerais qu'on parle un peu de la question de l'Université des Antilles. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de tensions et d'oppositions entre le pôle Martinique et le pôle Guadeloupe. Je crois savoir que vous étiez à la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à la mi-décembre, il y a quelques semaines, sur le pôle Guadeloupe à Fouillol. Et il y a sur le site internet Mon Travail Créole, il y a l'auteur d'un texte, l'auteur avec un E peut-être à la fin, parce que je ne sais pas si c'est... Le texte n'étant pas signé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Et ce texte vous accuse nommément, ainsi que Serge Letchimy, d'avoir, lors de cette réunion, je cite de mémoire, et en substance, voilà, je termine, Catherine Conconne. Poignarder, je cite, poignarder dans le dos la jeunesse martiniquaise étudiante sur ce campus de Martinique, et d'avoir, lors de cette réunion, non seulement vous n'auriez pas défendu les intérêts du pôle Martinique, mais en plus vous aurez, et je cite à nouveau, passé votre temps, ainsi que le député Letchimy, à taper sur l'ancienne présidente de l'Université des Antilles, Madame Corinne Commencé-Caster. Quelle est votre réaction? J'ai lu ça, j'ai eu envie d'aller porter plainte en diffamation. Et puis je me suis dit, bon, je laisse cet idiot avec sa conscience. Mais non pas cet idiot. Qu'est-ce qu'il dit, ou l'un ou l'autre. Bon, d'accord. Idiot parce que... Vous n'avez aucune idée de l'identité non, je sais de l'auteur. pas. Quand on n'a même pas le courage de signer, donc ça, moi quand j'écris, je cite, je mets mon nom. J'ai pas de pseudo, je mets mon nom. Donc ça montre le niveau de courage de cette personne. C'est archi faux.
Ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir. Serge Etchim et moi, et il y avait Nilo qui était là aussi. Ok, vous étiez 3 parlementaires martiniquais. Les autres étaient, Madame Manet et Antiste étaient à Paris. D'accord. On a passé notre temps à jouer les médiateurs et à dire au président Jean-Qui, cessons la guerre. Okay. Ça donne une mauvaise image. Et Serge Etchimi a même demandé au professeur Jean-Qui de mettre la réduction des moyens en stand-by jusqu'à ce qu'il y ait une réunion où on se retrouve tous ensemble. Personnellement, je n'ai pas arrêté de demander au professeur Jean-Qui qu'il y ait une réunion, pourquoi pas en Martinique, où tous les protagonistes étaient autour de la table. Parce qu'on a une version de côté, on a une version de l'autre, et quand ça chauffe, on appelle les parlementaires en mode pompier. J'étais tellement dégoûtée de ce papier que j'ai envoyé un petit mot à la présidente de Martinique, qui en plus qui est une bonne copine. La vice-présidente du pôle Martinique. Voilà, Madame François Augrin, que je connais très bien, et je lui ai dit, tu sais, Odile, c'est quand on lit ce genre de truc, ça décourage de s'impliquer pour cette université. Ça révèle une mauvaise ambiance. Ça révèle des manœuvres politiciennes. On attaque pas Nilon, qui était là, mais on attaque le Chimé Concon. Donc ce sont des anti-PPM basiques primaires qui sont en train, une fois de plus, de tuer l'université sur des bases uniquement politiciennes. Donc vous réfutez totalement ces accusations. Bien sûr, on n'a pas arrêté de jouer les médiateurs en disant au président, on ne veut pas s'immiscer dans la gouvernance de Martinique, de Guadeloupe. On vous laisse entre vous. On n'est même pas membre du conseil d'administration. Les parlementaires ne sont pas membres. On a été invités ce jour-là. Donc il y a plein d'éléments que je n'ai pas. Il y a plein de dossiers que je n'ai pas. J'ai eu l'occasion de le dire à Odile François Augrin. Je lui dis oui, on n'est pas informé de beaucoup de choses. Et puis dès qu'il y a le feu, les dossiers arrivent à ce moment-là. Ouais. Et on doit... Mais c'est et ça m'a beaucoup touché. D'accord. Je ne sais pas si vous étiez en séance plénière de la CTM ce jour-là, mais il y a eu, vous le savez, une motion prise par la CTM en novembre dernier, à l'unanimité de tous les conseillers territoriaux présents, donc aussi du groupe Ensemble pour une Martinique Nouvelle, qui, de manière très explicite, dénonce le caractère, je cite, inéquitable des transferts financiers et de postes voulus par le président. Donc vous vous associez pleinement au contenu de cette motion. Oui. Néanmoins. On dit stop, réunissons-nous. Si vous voyez le nombre de mails et de messages que j'ai envoyés au professeur Jean-Qui pour lui demander une réunion sur le site de Martinique avec tout le monde, jusqu'à présent, je n'ai pas cette réunion. Quand nous sommes sortis de Guadeloupe, tellement la personne est dans le faux, on aurait défendu Jean-Qui. Quand je suis arrivé en Martinique, j'ai reçu un appel téléphonique du professeur Jean-Qui qui m'a dit qu'il avait été déçu par notre attitude parce qu'on ne l'avait pas défendu. Vous ne l'avez pas défendu lui? Nous pas défendre la Guadeloupe, nous pas défendre la Martinique, en fait, nous pas défendre personne. Et tout le monde est contre nous. Et depuis ça, j'ai pas de ces nouvelles. Je pense qu'il a mal interprété. Je lui ai dit, professeur, tu interprètes mal un certain nombre de choses. N'enfonçons pas la situation. On est en train de ternir l'image d'un outil magnifique qui a été monté il y a des décennies, qui a eu ses lettres de noblesse à la Martinique, qui a formé des milliers de gens et tout. Arrêtons ça. Donc vous soutenez en face, on nous dit qu'on est allé donner un coup de poignard. Donc vous soutenez la motion qui a été prise par les... Oui, il ne faut pas une réduction de moyens comme ça. Etc. Pourquoi il y a une réduction? Il faut sanctuariser les postes et les moyens du pôle Martinique. Mais pas bêtement, c'est-à-dire qu'on ne va pas sanctuariser pour sanctuariser. Nous, on a voulu qu'il y ait une réunion, qu'on sache pourquoi il y a des formations qui ne se font plus, pourquoi il y a une réduction de postes. Est-ce que c'est dû simplement à la démographie de l'université, le nombre d'élèves en moins, etc. Est-ce qu'il y a des formations qui devaient se faire qui ne se font pas? Est-ce qu'il y a des formations qui auraient dû se faire qui ne se font pas? On a voulu avoir une réunion objective pour connaître, pas simplement dire, on est contre la réduction des moyens. Et pas de réunion, quoi. À ce jour, j'ai rien. Très bien. Et je trouve ça dommage. Je vous propose, la transition est un peu facile, de rester dans le domaine de la culture. Et je propose à Mike Irask de nous chroniquer les ouvrages et le disque qu'il nous propose. En l'occurrence, ce sera l'ouvrage et le disque. On va commencer par le disque et j'aperçois votre choix, Eddie, et j'ai l'impression qu'on, sans se concerter, les miracles des affinités. Non, c'est pas le même, mais c'est très proche. C'est très proche. Parce qu'en fait, C'est la fille. Ouais, exactement. Non, c'est pas la fille, mais bon, on va en parler. Je suis sûr qu'en plus, Catherine Concon apprécie ce type de musique. Alors, c'est un CD best-of de João Gilberto, qui est un des pères fondateurs de la bossa nova, musique absolument sublime, grand compositeur, toujours en vie, octogénaire, toujours en vie, compositeur, chanteur, musicien extraordinaire, et c'est vraiment le
le genre de musique et d'artistes dont la musique vous fait vous sentir en apesanteur et vous met dans un état de douce mélancolie. J'aime la musique de notre région caribéenne, de l'Amérique latine, etc. Parce que nous sommes issus de peuples qui ont été très opprimés, qui ont été réduits en esclavage, etc. Et on se rend compte qu'entre le Brésil et tout l'arc caribéen, de Cuba à Trinidad, il y a une richesse musicale qui est extraordinaire. Absolument. Extraordinaire et riche et dense. Et la très grande partie des musiques folkloriques et populaires mondiales sont issues de cette région. Et je rêve d'un festival en 2020. J'ai pas dit que je vais pas le faire. Pas 2021. Non, non, parce que cette année j'ai déjà un autre petit projet, mais l'année prochaine avoir un vrai festival des musiques caribéennes qui se déroule en Martinique. Alors, mon deuxième choix, et là, encore une fois, je vais essayer d'être à la hauteur de l'intitulé de l'émission. Alors, c'est un ouvrage de l'auteur, avec un E, française Virginie Despentes, un auteur polémique qui continue de sentir un peu le soufre. C'est un ouvrage qui s'appelle King Kong Theory. Je ne sais pas si Catherine Concon le connaît ou l'a lu, et c'est une espèce de manifeste féministe, mais à la Virginie Despentes. Hein. Oui. C'est-à-dire, c'est des prises de position décapantes, et sur le patriarcat, sur le corps des femmes, sur la liberté des femmes d'en disposer, etc., et sur les contradictions, sur le sexisme. On en a beaucoup parlé dans... que Chiappa a subi, là. Absolument, on en a beaucoup parlé. Parce qu'elle monte au créneau et tout, j'ai même pris position pour elle. J'ai vu ça, face aux attaques d'Estrosi, la traitant, disant qu'elle aurait dû aller au journal du Hard. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne résiste pas au plaisir, et avant de laisser la parole à Eddie, de vous lire quelques lignes de la 4e de couverture. Mais ça devrait vous plaire, je pense, dans la tonalité, pardon. C'est Virginie Despentes, évidemment, qui s'exprime. Et pas Mikey Rask. Quoique, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et vraiment, j'ai été surpris par au-delà du côté un peu provoque et décapant, de la pertinence de l'analyse. Ça très rapidement. Alors, c'est Virginie Despentes qui s'exprime. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Ça me rappelle Magnifique. Je peux vous l'offrir. Merci. Avec plaisir. Je vais lire ça dès ce week-end. Bon, c'est parti. Ça me plaît bien. En plus, j'aime bien le style un peu décapant. Voilà, très imagé. C'est vraiment un livre très, très intéressant. Merci beaucoup. Vous voulez dire politiquement incorrect, en fait, c'est ça? Ouais, merci beaucoup. Bon, très bien. Effectivement, je suis désolé, Mike, mais c'est aussi Joao Gilberto, mais dans un disque qui est une espèce de document culte que tout le monde devrait avoir. C'est ce fameux disque qui rassemble Stan Getz et Joao Gilberto, et qui est un classique du jazz samba. Donc, courez, vous l'achetez, puisqu'on a une fonction un tout petit peu pédagogique. C'est bien, oui, il faut acheter la culture, il faut acheter les disques, il faut soutenir les artistes. Même si vous faites semblant de l'avoir dans votre discothèque, vous ne l'avez jamais écouté. Il ne faut pas les piller. Je suis à l'ancienne école, j'achète des disques. Ça fait toujours chic. C'est comme Aimé Césaire et Victor Hugo. Voilà, il faut les avoir. Il faut les avoir. Bon, alors, je rebondis sur votre attachement à la culture caribéenne avec l'Atlas de la Caraïbe. Très bien. Un petit bouquin fabuleux qui permet de 7 à 77 ans d'en savoir un peu plus sur nos voisins, très bien. Sur nous-mêmes, sur nos voisins, et vous découvrirez à travers un atlas évidemment, mais aussi des données démographiques, économiques. Tout sur nos voisins, c'est en vente dans toutes les bonnes librairies. Notre géographie cordiale, voilà, et il faut qu'on s'en rapproche encore plus. Hier, j'ai eu l'occasion de faire une émission avec Ignace Pastel, et je leur rendais hommage, les frères Pastel, en disant qu'ils ont été les premiers à nous sensibiliser à la musique caribéenne. Notamment la musique. Voilà. Bon, si vous ne comprenez strictement rien à l'économie, il y a un bouquin pour vous. Il devrait se vendre comme du L'économie comme vous ne l'avez jamais vue. Et c'est extrêmement didactique, ça passe en revue. Alors c'est des Allemands qui ont fait ça, ils sont fabuleux. Jamais on a expliqué l'économie de manière aussi simple. C'est bien, il faudrait offrir ça à beaucoup de gilets jaunes, parce qu'on entend de tout, du contraire de tout, sur l'économie en ce moment. Je dirais qu'au-delà des gilets jaunes, on pourrait en offrir aussi à quelques sénateurs, mais je ne vise avec plaisir, je vais acheter ça rapidement. Très bien, merci Catherine Concon d'avoir accepté de participer à cette émission. Je pense qu'il y aura un buzz post-diffusion certain, et on
on vous accueillera à nouveau avec plaisir parce qu'on sait, et vous nous l'avez annoncé, que vous n'avez pas renoncé. Très bien. Merci Mike Irask de m'avoir soutenu. Merci Eddie. Vous allez regarder l'émission. D'accord. Il y a de la matière. Il y a de la matière. D'accord. En tout cas, merci à vous. Merci de votre invitation. C'est un vrai plaisir. Ambiance détendue. On peut parler de ce qu'on veut. C'est bien sur une télé, ce que j'appelle les petites télés, mais qui ne sont pas plus petites que les autres, qui mériteraient qu'elles soient aidées, qu'elles soient soutenues. Méfiez-vous, compte tenu des rediffusions, cette télé flirte avec des taux d'audience qui sont extrêmement élevés. Je suis sûr. De toute façon, je suis sûr. Notre ami Mano Granier, quand il se promène, il doit avoir un garde du corps parce qu'il est agressé en permanence pour signer des autographes. Merci beaucoup à tous. Mike, à bientôt. Merci Mike, merci Eddie et à bientôt. Merci. À bientôt.